j'ai le plaisir donc d'accueillir Frédéric Collat. Bonjour Frédéric. Bonjour. Tu es bureau d'études, j'allais dire vous êtes, on peut se dire vous aussi, hein, tu es bureau d'études et administrateur de Planète Copropriété, secrétaire même de Planète Copropriété. Également Stanko Trifunovic. Bonjour Stanko. Oui, bonjour à tous. Directeur de Arc Service. Oui, tout à fait. Donc, la coopérative technique de l'Arc. Ensuite, Lionel Jeannot. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Vous êtes président de la FIDI, la Fédération interprofessionnelle des diagnostiqueurs immobiliers. Ensuite, Alban Charrier. Bonjour Alban. Bonjour à tous. Voilà, vous êtes responsable du département politique technique au sein de l'USH. Vous voyez un beau logo derrière vous, c'est l'Union sociale de l'habitat. On a également Vincent Vanel. Bonjour Vincent. Bonjour. Qui est un peu flou, mais ça marche quand même, le son fonctionne. Vous êtes président d'honneur du CINOV Île-de-France et bureau d'études techniques. Hein. Également avec nous Jessica Jacobi-Coali. Bonjour Jessica. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. On se reparle, on se voit souvent en ce moment. Tu es, Jessica, responsable de l'animation des entreprises affiliées Coach CoPro au sein de l'APC, l'Agence parisienne du climat. Et puis enfin, j'allais dire le guest star, l'invité, la star pour aujourd'hui, mais vous êtes tous des stars, mais en tout cas, vous avez une parole qui est plus rare aussi. On remercie que vous soyez avec nous. Yannick Pache, bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes chef de bureau des évaluations économiques, de la réhabilitation et de l'outre-mer au sein de la DHUP, si je ne me trompe pas, donc le ministère, hein, pour résumer. Parfait, tout à fait, le ministère de la Transition écologique chargé du logement. Voilà. Donc, on a ensemble prévu, cher public, d'avoir d'abord des présentations de l'ensemble des intervenants et ensuite, on aura un moment de table ronde. En fait, donc pour ceux qui ne connaissent pas Planète, ça a été créé en 2009. Bon, je pense que tout le monde nous connaît. À l'époque, personne ne s'intéressait à la rénovation, mais quelques-uns d'entre nous se sont mis, après le Grenelle, à travailler ensemble pour faire avancer la copropriété en général et surtout la rénovation. Donc, en fait, on a marché avec un nouveau mot qui n'était pas là à l'époque, mais en think tank. Planète Copropriété a travaillé beaucoup sur le bilan initial de copropriété, sur l'audit global. Tout ça, c'est des avancées Planète Copropriété et même sur le DTG, où l'ARC et l'APC ont finalisé un référentiel à partir de tous les travaux qui ont été faits en amont. En 2021, aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup d'institutions ont repris le relais du travail de Planète. Coach CoPro, l'APC et l'ARC ont avancé sur tous les sujets qui étaient le terrain de Planète Copropriété. Donc aujourd'hui, Planète simplement intervient sur des sujets quand c'est pertinent ou pour éclairer, comme aujourd'hui, les nouvelles règles, les nouvelles lois. Voilà. Tu peux avancer, s'il te plaît. En fait, en ce moment, on a plein de mesures qui vont arriver. On va donc en parler aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait déjà pas mal de choses qui avaient avancé. On avait le fonds travaux, on avait le DTG qui était déjà là, qui était déjà une belle avancée, mais on n'avait pas le référentiel. Donc là, ce qui est nouveau, je dirais, depuis un petit peu déjà, depuis quelques mois, c'est le référentiel. Il y a l'immatriculation aussi a été quelque chose qui a pu, parce qu'on était toujours sur des perspectives de dire ah, bon, on a tant de milliers ou tant de millions de logements en copropriété, et puis finalement, voilà, maintenant on est à peu près cadré. Et donc maintenant, aujourd'hui, il y a une actualité qui est de plus en plus présente, puisque on veut massifier, donc la copropriété doit bouger, on veut massifier la copropriété, massifier surtout la rénovation en copropriété. Et donc, l'État met en place des nouveaux outils, donc notamment le fameux DPE, dont on va parler tout à l'heure, le référentiel des TG, pareil, nous allons en parler, et puis surtout l'arsenal de la loi climat et résilience,
qui a beaucoup d'articles. Celui qui fait le plus, qui nous intéresse le plus, en tout cas en tant que bureau d'études, je parle de bureau d'études, c'est le plan pluriannuel de travaux. Bon, on avait déjà des idées après le DTG, enfin quand le DTG est sorti, on faisait déjà des plans pluriannuels, mais pas systématiquement. Maintenant, ça va être une obligation. Et puis, il y a aussi sur la copropriété en général, la mise en place, je pense que ça va bien faire avancer aussi les choses, la mise en place d'un prêt avance mutation, mais Yannick va nous en parler. Donc, ça va être parfait. Et il y a encore le dernier point, c'est la question de cette table ronde, c'est comment on va articuler tout ça, comment tout ça va se mettre en place et est-ce que tout va bien fonctionner. On a eu aussi une grosse avancée qui était ma prise de rénov', hein. C'est un outil qui marche bien, tout le monde en a l'air content en tout cas. Donc voilà, donc maintenant je vais passer la parole à Yannick puisque maintenant on a besoin d'être éclairé sur tous ces points et ces nouveaux points. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Yannick Pache, merci d'être avec nous. Merci Frédéric pour ce chapeau pour cette conférence. Donc, il y a votre présentation effectivement sur les mesures de la loi climat résilience concernant le logement. J'avance sous votre contrôle. Pas de souci, Xavier, merci. Oui, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les mesures effectivement de la loi climat résilience. C'est important pour nous de faire de l'information dans la mesure où ces mesures sont assez nombreuses. Alors déjà, quelques mots pour dire que ces mesures font suite directement à la Convention citoyenne sur le climat qui a émis un certain nombre de propositions. L'idée, c'est effectivement, c'est un des enjeux importants d'atteindre nos objectifs d'économie d'énergie et de décarbonation de l'énergie d'ici 2050. Et donc, il y a un vrai enjeu très fort à réduire notre consommation d'énergie et nos émissions de gaz à effet de serre pour cette échéance. Et donc, c'est ce qui guide toutes ces mesures qui, effectivement, entrent en vigueur selon un calendrier échelonné. Donc, Xavier, on peut passer à la suivante. À la diapo suivante. Voilà, donc une petite slide qui rappelle effectivement ce que nous faisons, nous, à la DHUP. Donc, effectivement, animer, évaluer les politiques de l'urbanisme et de la construction. Et vraiment dans ce cadre, on a été en appui, effectivement, du gouvernement pour la construction de ces mesures qui ont été beaucoup discutés aussi au Parlement. Et c'est le résultat de ces travaux d'échange avec les parlementaires qui est issu de ce travail dans la loi climat résilience. Alors, on va rentrer plus dans le détail finalement dans les mesures vraiment de la loi. Donc, diapo suivante. Donc, je ne vais peut-être pas les présenter toutes dans le détail, mais en tout cas vous dire que la loi climat résilience fait entrer dans la loi, dans le code de la construction et de l'habitation, le niveau de performance des logements, les fameuses classes A à G, désormais sont définies dans la loi et intègrent une composante énergie et carbone. Mon collègue de l'USH le précisera tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, on garde en mémoire que l'étiquette énergétique, l'étiquette gaz à effet de serre, on l'avait moins en tête. Là, on aura une étiquette de performance énergétique de synthèse unique qui associera ces deux niveaux. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau. On définit dans la loi aussi une incitation à la mise en place de rénovations performantes et globales. C'est l'objectif d'arriver à des rénovations de meilleure qualité avec des gains énergétiques minimaux. C'est le sens de ce qui est imposé dans quelques dispositifs de MaPrimeRénov' et notamment pour MaPrimeRénov' copropriété qui demande un gain minimal de 35%. On a donc dans cette loi aussi la définition de ce que sont les rénovations performantes et globales. Alors ça touche plus les logements individuels, mais là aussi l'atteinte d'une classe B à l'issue des rénovations. Les obligations d'audit énergétique, on en dira quelques mots. Alors, elles concernent les maisons individuelles, mais également pour le collectif, pour les copropriétés, ce qui vous concerne aujourd'hui plutôt parmi vous, l'obligation d'un DPE collectif, diagnostic de performance énergétique collectif, entre 2024 et 2026, qui devrait être produit pour vous permettre de prendre la mesure des travaux de rénovation à conduire dans vos copropriétés pour diminuer vos consommations d'énergie. On le voit, et il y a peut-être un phénomène actuel particulier de hausse des prix de l'énergie, mais sur le long terme, les prix de l'énergie n'en finiront pas de grimper. Et donc, il y a le besoin de travailler, d'anticiper sur les travaux à réaliser. Alors, de ce fait, pour inciter à la réalisation de travaux, la loi a également prévu des mesures un peu plus coercitives, donc notamment l'interdiction d'augmentation du loyer si le logement est une passoire thermique, on va le voir, et l'instauration d'un niveau de performance minimale pour la caractérisation d'un logement décent.
Alors, ce que je propose, on va dérouler les slides dans lesquels il y a les principales mesures ensuite, et comme ça, je pourrais effectivement rentrer dans le détail de chacune d'entre elles. Donc, la première, donc effectivement, l'article 148, la définition des classes du DPE en matière de performance énergétique et de gaz à effet de serre dans la loi, donc qui est en toute cohérence avec le nouveau diagnostic de performance énergétique entré en vigueur le 1er juillet 2021. Ensuite, slide suivante. Donc la rénovation performante, donc c'est vraiment ce qui doit être le standard à venir dans les années qui vont suivre. C'est vraiment de pousser les bâtiments vers un niveau de classe énergétique A ou B du DPE, c'est-à-dire des consommations énergétiques très faibles, inférieures à 110 kWh par mètre carré par an en énergie primaire. Alors c'est un peu technique, mais c'est vraiment effectivement quelque chose d'important pour tenir nos objectifs climatiques et puis préserver aussi les ménages de la précarité énergétique. L'étude de 6 postes de travaux et puis, bon, pour les bâtiments qui étaient passoires et fougés avant les travaux, l'atteinte de la classe C. Une dérogation a été prévue dans la loi. Donc l'idée, c'est que cette rénovation performante va devenir progressivement un socle pour le bénéfice des aides à la rénovation, progressivement. Pour l'instant, on a encore des aides par geste, mais l'idée, c'est de progressivement d'orienter les ménages vraiment vers une rénovation plus qualitative, sachant qu'aujourd'hui, c'est assez démontré qu'une rénovation performante se conduit difficilement par étapes, et en tout cas par un trop grand nombre d'étapes, et surtout si ces étapes n'étaient pas cohérentes entre elles. L'ADEME et différents organismes, et je pense aussi les bureaux d'études qui ont pu se présenter tout à l'heure, ont pu être amenés à conduire des études qui l'ont confirmé. Slide suivante. Alors, ce qui est assez important en matière de mesures de sensibilisation des ménages justement à la réalisation de rénovation énergétique. Donc déjà, alors, dispositif qui vous concerne un petit peu moins au départ. Donc, il y a une obligation d'audit énergétique pour les logements qui seront proposés à la vente de classe F et G pour les bâtiments en monopropriété. Donc là, ça ne concernera pas les copropriétés par contre, mais pour les bâtiments en monopropriété et les maisons individuelles, il y aura une obligation à partir du 1er janvier 2022 d'audit énergétique avant vente qui permettra effectivement aux ménages d'avoir une idée, lorsqu'ils veulent acquérir un logement, des travaux nécessaires pour le porter à un bon niveau de performance énergétique, le niveau de la classe B ou classe C, comme on l'évoquait avec les exceptions évoquées dans la diapo précédente. L'audit énergétique obligatoire en copropriété, qui avait été mis en place en 2012, est lui par contre supprimé. Et pour les copropriétés, ce qui est prévu, c'est plutôt des outils d'action. C'est vraiment l'idée qu'avait le gouvernement dans ce cadre-là. Donc, la mise en place d'un diagnostic de performance énergétique au niveau collectif pour tous les immeubles. Jusqu'à maintenant, il était limité aux copropriétés de moins de 50 lots. Là, vraiment, c'est une obligation pour tous les immeubles collectifs, de DPE collectifs, à des échéances progressives à partir du 1er janvier 2024 pour les plus grandes, les copropriétés de plus de 200 lots, à partir de 2025 pour les copropriétés de 51 à 200 lots et à partir de 2026 pour les copropriétés autres, donc d'au plus 50 lots. Ce DPE collectif sera vraiment un outil pour orienter les conseils syndicaux, les assemblées générales aussi, vers des travaux pluriannuels et servira de base pour l'établissement d'un plan pluriannuel de travaux. On va le voir ensuite. Bon, plus techniquement, il y a quelques mesures concernant l'outre-mer. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Je ne pense pas que les participants soient trop concernés. Slide suivante. Alors, ça concerne tous les logements et pas seulement en copropriété, tous les logements qui seront de classe F et G aussi. À partir de l'année prochaine, à partir du moment où le DPE qui est fourni à l'appui du bail mentionne une classe F ou G, ne pourront plus faire l'objet d'une, à partir du moment où on est en renouvellement de bail ou une remise en location, ou en cours de bail d'ailleurs, ne pourront pas effectivement être augmentés. L'idée, c'est effectivement d'amener, d'inciter les propriétaires bailleurs à rénover leurs biens. Ça vient en parallèle aussi, on le disait tout à l'heure, d'aides à la rénovation qui sont assez généreuses. On a MaPrimeRénov' qui a été ouvert aux propriétaires bailleurs depuis cette année avec un barème adapté pour les propriétaires très modestes, à revenus intermédiaires ou supérieurs selon les barèmes de l'ANA. Donc, on met en place des actions d'accompagnement, mais parallèlement, voilà, on incite effectivement les propriétaires bailleurs à rénover leur logement. Slide suivante ensuite, on vient sur une mesure coercitive un peu plus forte
effectivement, qui est celle de l'interdiction de la location d'un logement indécent du point de vue énergétique. Jusqu'à maintenant, donc, on avait une définition de la décence qui intégrait plutôt des critères, disons, techniques pratiques, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau du logement. Enfin, on était sur des critères plus pratiques. Là, on intègre un critère performantiel avec un minimum, alors, pour 2023, un maximum plutôt, un maximum de consommation en énergie finale, donc de 450 kWh par mètre carré par an. Donc, c'est une donnée qui peut être lue sur les DPE, qui concerne plutôt les logements de classe G chauffés au gaz et au fioul, normalement. Et puis, à partir de 2025, 2028, 2034, on va progressivement interdire la location les logements de classe G, puis F, puis E du DPE. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans ce texte. Donc, à partir de 2025, pour mettre en location un logement, il faudra qu'il soit au minimum de la classe F, 2028 la classe E et 2034 la classe D. Donc, c'est la volonté exprimée d'ailleurs par notre président devant la Convention citoyenne sur le climat au mois de décembre dernier, de ne pas exposer les ménages locataires à la précarité énergétique et d'encourager, c'est pour ça qu'on a mis des dispositifs incitatifs parallèles, d'encourager les propriétaires bailleurs à rénover leurs biens. Voilà, alors, je ne sais pas si une slide suivante, je ne sais plus si j'avais poursuivi un petit peu. Oui, j'avais fait, donc vous pourrez le voir dans les supports qui seront sans doute mis à votre disposition à la suite de la présentation, donc un diagramme qui précise ces obligations. C'est vrai que la loi climat résilience en a prévu un certain nombre, mais progressif dans le temps, pour laisser que ce soit les propriétaires individuels, les propriétaires bailleurs, en logement individuel ou copropriété, le temps de s'adapter avec une vraie progressivité. Sur la slide suivante, on doit avoir, oui, le point très important pour nous aujourd'hui aussi, en complément du DPE collectif dans les copropriétés, l'obligation d'élaboration d'un projet de plan pluriannuel de travaux. Donc, jusqu'à maintenant, on dira que le pouvoir réglementaire n'était pas allé jusqu'au bout de la définition des objectifs, des obligations. Donc, on avait un DTG, dans diagnostic technique global, dans certaines copropriétés, mais pas dans toutes. On avait des DPE collectifs ou des audits énergétiques dans les copropriétés, mais derrière, on ne se projetait pas nécessairement dans la réalisation de travaux. La volonté ici, c'est plutôt que de rester sur un diagnostic, un document ou un constat, c'est effectivement de faire se projeter dans l'avenir les copropriétés. On sait qu'il y a pas mal de logements du parc locatif dans les copropriétés. Il y a un vrai besoin de rénovation. Le coût de l'énergie augmente, je l'avais dit. Donc, l'idée, c'est d'imposer un document obligatoire pour tous les bâtiments à usage total ou partiel. Donc, une copropriété mixte sera concernée aussi, de plus de 15 ans. Donc, établir un projet pluriannuel de travaux basé sur une analyse du bâti et qui inclut les travaux qui doivent être réalisés dans les prochaines années pour la sauvegarde de l'immeuble, la préservation de la santé, la sécurité des occupants et aussi, bien sûr, la réalisation des économies d'énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est d'avoir vraiment un outil vraiment d'avancer pour la copropriété. On a pu voir des exemples, Marseille, où effectivement quelques copropriétés ou immeubles collectifs avaient pu faire l'objet d'un suivi un peu moindre. L'idée, c'est vraiment de pousser les conseils syndicaux à réfléchir et à anticiper la suite. Et c'est positif également pour eux parce que plus un bien est bien entretenu, plus sa valeur va pouvoir être maintenue, voire augmenter. Évidemment, à partir du travail d'un professionnel répondant à des exigences de compétences et de garantie. Donc, un décret d'application sera pris par la DHUP à cet effet. Une concertation sera lancée dans les prochaines semaines, avec l'idée de rester assez proche des compétences qui sont actuellement demandées pour la réalisation des DTG. Et donc, l'idée de ce plan, c'est qu'il va pouvoir lister les travaux à réaliser dans les 10 prochaines années et être un support finalement de programmation des travaux pour la copropriété. Donc, sur la slide suivante, on en voit quelques développements.
Ce PPT permettra aux copropriétaires d'être informés de l'état du bâti et des équipements de l'immeuble. Et puis, il va aussi être adossé au fonds de travaux Allure, parce que maintenant, il y a ce fameux fonds de travaux Allure, les 5%. Et bien là, ce fonds de travaux va pouvoir servir à financer les actions du PPT. Donc, c'est quelque chose de vraiment important pour la programmation des travaux et éviter effectivement, donc, via ce fonds de travaux qui s'alimente tous les ans, aussi des appels de fonds trop lourds en une seule fois, permettre la programmation en amont. Alors l'idée, c'est une application progressive, donc c'est ce que l'on évoque en dessous. Donc l'obligation d'élaboration, qui n'est pas l'obligation de vote, l'obligation d'élaboration du PPT donc, commence le 1er janvier 2023 pour les copros de plus de 200 lots, 1er janvier 2024 pour les copros entre 51 et 200 lots, et 1er janvier 2025 pour les copropriétés comprenant au plus 50 lots. L'idée était en fait d'avoir une concomitance, une possibilité de concomitance entre l'établissement du DPE collectif et celui de ce plan pluriel de travaux pour que les enjeux énergétiques puissent bien être pris en compte dans le cadre de son élaboration. Donc, en fait, quand on le regarde, pour les copros de plus de 200 lots, c'est vraiment l'année 2023 qui va être charnière puisqu'elle va c'est l'année d'obligation d'élaboration d'un PPT. Les assemblées générales devront voter son élaboration et parallèlement voter également la réalisation du DPE collectif. Et les prestataires pourront travailler de concert, ensemble, peut-être être les mêmes, ça dépendra de la consultation faite par le syndic. Et puis, enrichir leurs travaux, enrichir de leurs réflexions le conseil syndical qui pourra ensuite proposer l'année suivante un projet de PPT à voter cette fois-ci par l'Assemblée générale. Alors, la loi ne prévoit pas d'obligation de vote d'un plan pluriel de travaux, c'est l'équilibre nécessaire sur le droit de propriété. Par contre, il y a une forte sensibilisation par ce biais aux travaux nécessaires dans ces bâtiments. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur l'application pratique et le calendrier. Voilà, bah, écoutez, je pense avoir fait le tour et puis on pourra compléter par des questions. On va tout de suite donc enchaîner. Merci pour cette présentation, Yannick, très, très claire et qui permet de cadrer le sujet. On va tout de suite enchaîner donc avec l'USH, donc c'est Alban Charrier qui va ouvrir son micro et sa caméra, qui va nous rejoindre. Ça y est. Alban, et donc je te laisse dérouler ta présentation effectivement sur la réforme du DPE. Oui, merci Xavier. On peut passer directement à la deuxième slide. Donc j'appartiens à l'USH, à l'Union sociale pour l'habitat, qui est l'association qui représente le secteur HLM français, avec à peu près 600 organismes et environ 5 millions de logements. On peut passer au slide suivant. Donc le cœur du sujet, la réforme du DPE, c'est une réforme qui est effectivement très ambitieuse et complexe. Elle a été conduite en lançant 3 chantiers simultanément. Un chantier extrêmement important qui est la mise à niveau de la méthode de calcul qui va être la base de la réalisation des DPE. Et après, 2 autres sujets un peu plus connexes. La nouvelle maquette DPE, pour ceux qui ont pu le voir, maintenant le DPE, il fait 6 pages, il a quand même beaucoup plus de description de la qualité énergétique d'un bâtiment et d'un logement. Et enfin, la redéfinition des seuils des étiquettes qui va avoir un impact pour l'ensemble des propriétaires. On peut passer au slide suivant. Donc, l'objectif et les contraintes de la réforme, donc, il y avait des objectifs forts qui étaient fiabiliser le DPE pour accompagner sa pleine opposabilité. On pourrait y revenir, mais le DPE devient opposable depuis le 1er juillet 2021. Améliorer la reproductibilité du DPE et en particulier supprimer la méthode dite sur facture qui pouvait aller jusqu'à avoir des DPE vierges. Améliorer l'information donnée aux acquéreurs et locataires. Et là, c'est de notre point de vue un but atteint grâce à la nouvelle maquette. Et là aussi, M. Pache l'a aussi expliqué, c'est inciter à engager des démarches de rénovation énergétique. Et dans le nouveau DPE, il y a quand même un travail fort sur des préconisations de travaux avec des scénarios différents. Des contraintes aussi pour cette réforme. Il y avait la contrainte de ne pas réduire le nombre de logements existants FEG après réforme, la volonté forte de l'État de ne pas avoir de modification des équilibres par un changement de méthode. Et aussi la volonté de limiter au maximum les changements d'étiquette et d'éviter des sauts de classe trop importants, avec un objectif de rester sur un saut de classe maximum d'une classe. On peut passer au suivant.
Les grands principes de la méthode DPE, donc c'est un calcul conventionnel basé sur une méthode de calcul et un scénario d'occupation, avec l'objectif de permettre la comparaison des biens entre eux. C'est l'origine du DPE, avoir un outil qui permet soit au locataire, soit à l'acquéreur de pouvoir comparer deux biens. Donc on est bien sur une méthode conventionnelle, et on en reparlera. C'est pas un calcul réel de consommation. C'est un calcul qui intègre aujourd'hui deux dimensions. On est dans la, dans la veine de la réforme environnementale RE 2020. Donc, on parle maintenant de consommation énergétique et on prend l'impact environnemental de nos bâtiments au travers du calcul de l'émission des gaz à effet de serre. On peut passer au suivant. Donc là, vous avez la représentation. Donc, à gauche, le DPE actuel, où on avait deux étiquettes, une étiquette énergie, une étiquette carbone. On retrouve dans le nouveau DPE une étiquette énergie qui est mixte, qui a un double seuil, à la fois un seuil en termes de consommation d'énergie primaire par mètre carré et par an, et un seuil une étiquette carbone qui est un seuil d'émission de gaz à effet de serre en kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an. Et on a donc une information aussi sur les étiquettes, l'étiquette carbone et des modulations climatiques et altitude sur les seuils des E, F et G. Donc pour des bâtiments situés à plus de 800 mètres d'altitude, les chiffres sont un peu différents pour tenir compte de l'altitude. On peut passer à la slide suivante. Les principales évolutions de la méthode. Donc, on a tout d'abord la généralisation de la méthode 3CL, qui est la méthode de calcul, quelle que soit la date de construction, y compris pour les bâtiments avant 48. La réforme du DPE permet maintenant d'avoir une seule méthode, quel que soit le type et l'âge du bâtiment. Ce qu'on n'avait pas avant, puisqu'on avait deux méthodes, une méthode pour les bâtiments avant 48, donc la méthode dite sur facture, et une méthode de calcul, méthode 3CL, sur les bâtiments après. On a un passage de 3 à 5 usages énergétiques. Avant réforme, on calculait les consommations et les émissions de trois usages, le chauffage, le refroidissement et la production d'eau chaude sanitaire. On a rajouté avec la réforme les consommations liées à l'éclairage et aux auxiliaires. On a une mise à jour des paramètres liés aux énergies, le coefficient énergie primaire, énergie finale, en particulier pour l'électricité, qui passe de 2,58 à 2,3. On a une mise à jour des facteurs d'émission de CO2, donc quel est le poids carbone émis en fonction des kilowattheures consommés. Et une mise à jour des tarifs qui va être utile, bien évidemment, pour définir la consommation attendue des logements et des bâtiments en euros. On a aussi une mise à jour des données météorologiques et un alignement sur les zones climatiques de la RE 2020. Donc, c'est un élément de rapprochement avec la RE 2020. On a un alignement du scénario conventionnel de la RE 2020, ce qui va permettre de, même si ce n'est pas totalement finalisé, de rapprocher la méthode RE 2020 et la méthode DPE, en particulier pour les bâtiments neufs. Et enfin, on a une mise à jour des performances des systèmes et des matériaux. Donc, les systèmes de ventilation, de chauffage ont progressé et donc la nouvelle réforme prend en compte ces nouvelles performances. On peut passer à la suivante. Donc, c'est un scénario conventionnel. Donc, le DPE n'a pas vocation à donner la consommation exacte. Hein, il donne la consommation d'un logement, d'un bâtiment en fonction d'un scénario qui est conventionnel. Et là, j'ai présenté trois cas particuliers du scénario conventionnel. Et on peut voir que ça peut être différent de l'occupation réelle d'un logement. Donc, le besoin de chauffage est calculé mensuellement à partir des degrés-heure, base 19 degrés, 19 degrés. Le scénario conventionnel intègre une inoccupation de 7 jours au mois de décembre et intègre un chauffage au quotidien à 19 degrés avec un réduit de jours de 16 degrés pendant la journée en semaine. Donc, le scénario prévoit le départ au travail, une baisse de la température à 16 degrés pendant les heures de travail la semaine et une température plus haute en dehors des heures de travail et le week-end. L'eau chaude sanitaire est forfaitisée selon la surface habitable et non pas en fonction de l'occupation du logement. Et le refroidissement, c'est un calcul qui est réalisé qu'en présence d'un équipement fixe, une PAC réversible par exemple. Et on part du principe que ce fonctionnement est utilisé dès lors qu'on a des températures intérieures supérieures à 28 degrés.
Donc, ça explique qu'on pourra avoir des écarts réels entre le calcul des PE et la réalité de consommation du logement. L'entrée en vigueur, donc M. Pache l'a rappelé, donc la réforme du DPE est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Mais comme les DPE par nature ont une durée de validité de 10 ans, le gouvernement a permis le maintien de la validité des DPE existants en réduisant leur durée de validité, ce qu'on appelle la caducité anticipée, qui est décrite dans le décret du 17 décembre 2020. Donc, tous les DPE réalisés avant le 31/12/2017 auront une fin de validité au 1er janvier 2023. Et pour les DPE réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, auront une durée de validité jusqu'au 1er janvier 2025. On peut passer à la slide suivante. Les impacts prévisionnels de la réforme. Donc, l'objectif, c'est un maintien global du nombre de passoires énergétiques, FEG, avec des disparités malgré tout en fonction du statut du logement. On s'aperçoit que la modification des étiquettes sera différente pour les logements occupés par le propriétaire, les logements locatifs privés, le logement locatif sociaux. C'est essentiellement lié au vecteur énergétique de ces logements. Par exemple, dans le logement social, le mode de chauffage est majoritairement en gaz et donc il y a un impact un peu plus fort. La typologie du bien, aussi, les études faites par l'administration montrent qu'on aura très certainement une plus forte dégradation des performances des maisons individuelles après réforme, plus que pour les logements collectifs, et de même pour les vecteurs énergétiques. Et ça, c'est une volonté forte liée à l'émission des gaz à effet de serre. Il y aura une dégradation très forte des logements chauffés au fioul, ce qui va dans la suite des différentes actions gouvernementales sur l'arrêt du fioul et de moindres mesures pour le gaz. Et inversement, on aura une amélioration des logements chauffés à l'électricité. Globalement, il est attendu une modification de classe potentiellement sur 40% des logements, alors à la fois en termes d'amélioration ou en termes de dégradation. La question qui reste en suspens, c'est la réalité sera-t-elle en phase avec la prévision? Et je pense que Lionel Jeannot de la Fili va pouvoir commencer à répondre à cette question. Merci beaucoup, Alban, d'avoir bien détaillé ce DPE. J'ai des questions, mais je les garde pour tout à l'heure. Il faut couper juste la caméra. Lionel Jeannot, donc on va tout de suite continuer effectivement sur ta présentation, effectivement. Donc, effectivement, une présentation maintenant après avoir positionné ces nouvelles règles de DPE, sur un retour d'expérience du DPE depuis le 1er juillet 2017. Je suis à ta disposition pour avancer sur ta présentation. Rapidement, très rapidement sur la FIDI, on est créé en 2004. On rassemble les acteurs du diagnostic technique immobilier de toute taille, ça c'est important, des entreprises unipersonnelles aux TPE indépendantes et des grands réseaux nationaux intégrés ou franchiseurs de plus de 100 diagnostiqueurs. On rassemble 750 entreprises adhérentes et 1500 diagnostiqueurs, ce qui rassemble à peu près 2000 salariés. Un petit retour en arrière pour savoir si la réalité est en phase avec les prévisions, comme l'a très bien conclu Alban Charrier. En mai dernier, on a fait part à la DHUP, puisque, comme vous le savez tous, le DPE au 1er juillet est sorti et devait sortir, sur les quelques réticences qu'on pouvait avoir par rapport au nombre de cas tests, puisqu'il faut savoir que la DHUP a mis au point le moteur et les interfaces étaient mises au point par les éditeurs de logiciels qui sont donc d'une dizaine et qui devaient réaliser un certain nombre de cas tests pour justement, et cas tests qui devaient être validés au départ au nombre de 150 et qui au 1er juillet était au nombre de 12. Donc ça nous semblait un peu juste pour que, à partir du 1er juillet, on puisse faire des DPE fiable et juste, étant donné les conséquences que ça pouvait avoir, comme on l'a vu précédemment, par rapport aux différents logements quand ils ont des notes défavorables. Malgré ça, et malgré nos réticences, alors sachant qu'un arrêté modificatif est sorti jusqu'au 31 décembre pour continuer à valider ces autotests avec les éditeurs de logiciels de manière à fiabiliser les DPE. Et donc, le DPE est sorti au 1er juillet, ce qui nous a permis de continuer à travailler avec la DHUP, de remonter tous les 10 jours les différentes problématiques qu'on pouvait constater sur le terrain, de manière à faire évoluer et consolider
le DPE. Donc, 80 jours après le DPE, où en sommes-nous? Alors, il faut rappeler que le DPE est en effet un outil essentiel, le point de départ et un des piliers de la loi climat et résilience, et on est très heureux de porter et de participer à la fiabilisation du DPE qui était nécessaire. Et aujourd'hui, c'est un outil qui se doit d'être précis, fidèle et juste. Et c'est pour ça qu'on doit avoir un certain degré d'exigence. Et aujourd'hui, cette exigence n'est pas complètement là. Alors, la FIDI a pu dénombrer et expliquer concrètement auprès de la DHUP, parce qu'on a vraiment, on travaille la main dans la main sur le sujet, les écarts très importants qu'il y a entre le résultat du DPE, ce qu'on appelle V3, par rapport à la réalité du terrain et ce qu'on avait sur la V2. Alors, voilà, le deuxième slide parfait, Xavier. Si on essaye d'organiser les choses, on a d'abord le calcul du coût de consommation. Non, faut remonter sur celui d'avant, merci. Le calcul du coût de consommation par tranche qui ne correspond pas à la réalité. Alors, même si c'était prévu, on a des écarts qui sont très importants, qui vont de l'ordre de 30, 40, 50% plus élevés que la consommation réelle, ce qui fait que quand on livre le DPE, on a des réactions qu'on peut comprendre de la part des professionnels de l'immobilier et des particuliers qui ne comprennent pas. Et donc, il y a un besoin de remettre en phase cette estimation de consommation parce qu'elle est complètement décorrélée. Alors, là où c'est pas binaire, c'est que c'est vrai pour un certain nombre de logements et ce qui n'est pas vrai pour d'autres. Et donc, le fait du nombre important et du maillage que nous sommes sur l'ensemble du territoire permet de remonter un ensemble de données qui soient représentatives et qui permettent des améliorations. Donc là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les paramètres même du moteur de calcul liés aux habitudes de vie des occupants et qui ont été fortement modifiés par rapport à la version précédente et ils ne correspondent pas à la réalité du terrain et ces nouveaux paramètres dégradent substantiellement d'une part l'estimation, mais aussi la note du TPE. Alors ça, c'est important. Donc, les thermiciens avec lesquels on travaille ont pu relever plutôt des problèmes concrets, comme par exemple, en plus des changements de ventilation par les ouvertures de fenêtres. Il faut savoir que l'ouverture de fenêtres est handicapée par un coefficient lourd par rapport à la ventilation mécanique, ce qui est normal, mais beaucoup plus lourd que celui de la V2, ce qui fait que ces logements-là ont une note très défavorisée. Et donc, ça, on l'acte, on le remonte de manière à ce qu'on voit s'il y a des améliorations à apporter. Si ce n'est pas le cas, on demande au pouvoir public de bien préciser que c'est un choix politique ou un choix stratégique, de manière à ce qu'on puisse le retranscrire aux propriétaires pour dire voilà, c'est un choix et que on a une explication qui permet justement d'expliquer la raison pour laquelle, par exemple, pour la ventilation des ouvertures de fenêtres, est si fortement est handicapée avec un coefficient lourd. Les débits d'infiltration qui donnent des déperditions est quasi 10 fois plus importante que la version précédente. On a aussi, dans le calcul des consommations des auxiliaires de bouclage pour un appartement, des immeubles collectifs qui ne sont pas tout à fait cohérents. Les pompes consomment a priori quasiment autant que le total des eaux chaudes sanitaires, ce qui est pas normal. Donc ça, aujourd'hui, ça a été acté et c'est en cours de modification. On a, par exemple, sur le comparatif entre la V2 et les V3, des déperditions sur des enveloppes identiques qui sont trop importantes. Sur d'autres points comme les points liés au confort d'été, qui, lui, ne vont pas impacter la note, les fenêtres des toilettes, et ça c'est vrai sur l'ensemble du territoire, qui ne sont pas présentes, mais le fait qu'il n'y ait pas de fenêtres sur ces toilettes vont impacter le confort d'été. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. Donc, il y a un certain nombre de critères que l'on remonte de façon périodique qui permettent de consolider le DPE, de le rendre plus fiable, de le rendre plus réaliste, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de décalage entre la réalité, la nouvelle version et l'ancienne version, et qui ne permettent pas de le justifier. Et donc, ça, c'est très important. La DHUP l'a noté, l'a enregistré. Certaines
modifications vont faire l'objet de certains arrêtés, de modifications d'arrêtés, parce que ça touche le moteur, de manière à ce que d'ici la fin de l'année, on puisse avoir un DPE qui soit rendu un peu plus fiable. Dans un autre registre, on a, tu peux enchaîner sur l'autre. Alors attends, je vois pas. Ouais, tu peux encore passer le suivant. Sur d'autres constats ont été faits. On note l'incompréhension des clients qui voient leurs biens déclassés sans avoir saisi en quoi leurs biens nuit aux objectifs économiques d'économie d'énergie et de réduction de gaz à effet de serre. Donc c'est vrai qu'il y a encore, et ça fait partie du travail des diagnostiqueurs, de les accompagner dans le cadre de la pédagogie qui est nécessaire, et ça c'est très important. Les difficultés d'accès aux locaux techniques des immeubles dans les temps impartis. C'est vrai qu'on a besoin de plus d'informations. Et aujourd'hui, l'ensemble des propriétaires, syndics, administrateurs de biens, même s'ils commencent à l'entendre, on a besoin de toutes ces informations parce que il faut savoir que quand les informations ne sont pas rentrées, ce sera considéré comme ça va impacter l'étiquette. Et donc, il faut absolument pouvoir avoir le plus d'informations possible. Les difficultés de disposer des références techniques des isolants utilisés il y a plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'était pas dans les habitudes des propriétaires de garder et conserver toutes ces données. Donc, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'inconnus. Il va falloir qu'il se passe un peu de temps pour qu'on puisse les obtenir et les avoir. Le classement, comme les chaudières fuel, les chaudières gaz dont les caractéristiques type, puissance et autres n'ont pas été indiquées, entraîne automatiquement un déclassement pénalisant. Donc là encore, des habitudes que les propriétaires ou syndics, administrateurs de biens doivent avoir pour nous les transmettre de manière à ce qu'elles soient intégrées dans les DPE. Des écarts entre les ratios de surface habitable des appartements et les tantièmes de copropriété, car on a besoin de la surface totale de l'immeuble et aujourd'hui, c'est une donnée qui n'est pas connue. Si celle des appartements est connue, la surface totale de l'immeuble n'est pas connue, donc on est obligé de faire des rattrapages par rapport aux clés de répartition des tantièmes généraux, donc ce qui n'est pas simple et pas forcément juste, mais on n'a pas le choix aujourd'hui. Donc l'allongement des délais de commercialisation entre la mise de location et l'attente des DPE, parce que c'est vrai que le temps nécessaire pour faire un DPE, la livraison, l'obtention des informations, fait que aujourd'hui, il y a un décalage entre la demande et les attentes et la livraison du DPE. Donc voilà, un ensemble de points rapides qui, aujourd'hui, nous ne sommes que 80 jours après, ce qui est relativement peu par rapport à l'ampleur de la réforme. Il faut savoir que la réforme du DPE, avec la suppression du DPE sur facture, ce qui est important parce qu'on est en conventionnel pour l'ensemble des logements, nécessite un moteur qui soit lourd et qui permettent d'anticiper et de prévoir un nombre de cas très important. Donc, c'est pour ça que ça nécessite des réglages. Et aujourd'hui, on est sur une période où le DPE nécessite d'être affiné, ce que, pour le coup, on espère et on est très optimiste sur le fait que d'ici la fin de l'année, on aura un DPE qui sera plus fiable qu'il n'est aujourd'hui, même si certains le sont. Hein. Et là encore, on est dans une logique aujourd'hui où il y a un certain nombre de DPE qui sont pas tout à fait exacts quand d'autres le sont. Donc, mais on n'est pas sur aujourd'hui, on ne peut pas dire que la réalité est complètement en phase avec les prévisions pour répondre à Alban Charrier. Voilà, merci Lionel pour cette présentation et ce constat là sur les DPE, ce retour d'expérience très clair. On va tout de suite enchaîner. Je vois Jessica Jacobi Coali pour l'Agence parisienne du climat. Alors là, on va parler on va sur un autre sujet, mais parce qu'on va parler de l'ensemble après, hein, DPE, DTG et plan pluriannuel de travaux. Donc ça va être l'objet de ta présentation. Donc, juste pour vous présenter quand même qui on est, donc Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable des entreprises affiliées à l'Agence parisienne du climat. Et donc, l'APC, donc nous, on intervient sur Paris. On est une association, on a été créé à l'initiative de la ville de Paris en 2011 pour contribuer à la mise en œuvre du plan climat, air, énergie et donc accompagner les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique.
Je passe à la slide suivante. Donc aujourd'hui, peut-être faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un DTG, un diagnostic technique global, et pourquoi on vous en parle aujourd'hui en rénovation. Lorsqu'on parle de rénovation énergétique, c'est vrai que souvent la première étape, c'est de faire un diagnostic de l'immeuble. En quoi consiste ce diagnostic? Et donc dans ce cas-là, je vous parle du DTG. Donc selon la loi ALUR, donc il n'y a pas d'obligation de réaliser un DTG pour toutes les copropriétés. Il y a l'obligation de mettre au vote, mais pas d'obligation de voter. Donc c'est la petite subtilité de ce diagnostic qui est en place maintenant depuis quelques années. Pour certaines copropriétés, il y a une obligation pardon, de voter. De voter et de réaliser cet audit, notamment pour les immeubles de plus de 10 ans qui font l'objet d'une mise en copropriété et les immeubles qui font l'objet d'une procédure d'insalubrité, notamment. Je peux passer à la slide suivante. Merci. Et donc, que contient ce DTG selon la loi ALUR? On va retrouver plusieurs briques, plusieurs éléments dans ce DTG. Donc, tout d'abord, une analyse de l'état apparent des parties communes de l'immeuble. Je vais détailler un petit peu les grandes étapes du DTG, mais ça vous donne au moins une vue globale sur ce que vous devez retrouver dans ce type de diagnostic. Un état de la situation du syndicat, une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble. C'est où on va aussi commencer à parler de plans pluriannuels de travaux, des DPE collectifs ou audits énergétiques. Ça, on l'a vu auprès des intervenants précédents, donc qui sera également mis à jour prochainement, et l'évaluation sommaire d'un coût et une liste de travaux nécessaires pour maintenir, conserver l'immeuble dans un état convenable, en tout cas correct, pour les 10 prochaines années. Est-ce que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît? Donc, les grandes étapes du DTG pour information. Donc, il y a un nouveau référentiel qui est sorti maintenant il y a 1 an, suite à un travail qui a été réalisé par l'ARC, l'APC, par Planète Copropriété, par le CINOV, par l'Ordre des architectes, la Compagnie des architectes de copropriété et d'autres acteurs de la rénovation. Ce DTG avait pour but finalement d'unifier et faire en sorte qu'on ait un document unique qui soit connu par les professionnels qui interviennent en copropriété, donc à savoir des architectes, des bureaux d'études, des ingénieurs financiers, parce qu'il y a une rubrique aussi sur la partie ingénierie financière, des diagnostiqueurs, voilà, avoir un document unique afin d'éviter qu'on ait des prestations qui ne soient pas du tout détaillées et d'autres très détaillées, qu'on passe d'un coup du simple au quadruple. Voilà, tous ces éléments étaient importants à travailler, donc ça a fait l'objet d'un groupe de travail d'un peu plus d'1 an. Et on est revenu à un diagnostic en 3 étapes. Donc la première étape, c'est une présentation générale et l'analyse de la gestion technique du bâtiment. Chaque étape, je vous ai mis quelques slides quand même pour avoir une idée de ce qu'on entend derrière toutes ces rubriques. Un diagnostic architectural et énergétique de l'immeuble. Donc ces deux parties, la deuxième partie ressemble un peu à ce que vous aviez si vous avez connu l'audit global qui avait été créé donc, par l'ADEME avec l'Agence parisienne du climat il y a quelques années, et ainsi qu'une troisième partie sur la planification des travaux. Slide suivante. La première partie, donc la présentation générale et analyse de la gestion technique de l'immeuble, donc fait un point sur où en est le bâtiment. Donc la situation, les caractéristiques techniques générales du bâtiment, une analyse technique et patrimoniale. Donc là, on aura dans cette partie, en tout cas le travail qui doit être réalisé, donc c'est une analyse des données financières, donc le fonds ALUR, les impayés de charges, donc des documents qu'il va aussi falloir transmettre aux prestataires, une analyse succincte du règlement de copropriété, des analyses aussi de la situation du syndicat au regard des obligations techniques et réglementaires. On entend par là, par exemple, pour les copropriétés qui ont un ascenseur, donc vérifier que l'ensemble des documents obligatoires sont bien présents au sein de l'immeuble, en tout cas sur une plateforme, que les passages sont à jour. Voilà, construction d'un tableau de bord qui serait partagé par le conseil syndical et le syndic. Donc, ce sont des prestations à prévoir. Slide suivante. Merci. Donc, la partie 2, donc l'état des lieux techniques. Donc, là, on a vraiment une partie architecturale énergétique du bâtiment, notamment avec une fiche qui est dédiée à chaque poste, qui reprendra à la fois des éléments techniques, à la fois des éléments thermiques
et réglementaires. On aura un état des lieux organisé par chapitre. Donc, pour vous faire succinctement de ce qui est attendu, ce que vous allez recevoir, c'est si vous avez un immeuble, donc une information, une description de l'enveloppe du bâtiment, de la toiture, donc une fiche par poste et avec tous les détails. Donc, pour rappel, le diagnostic intègre, le DTG intègre une partie thermique du bâti, mais pas que. L'idée, c'est quand même d'avoir un panel relativement large de l'ensemble des travaux à prévoir au sein de la copropriété et pas uniquement une partie thermique du bâtiment. On parlait de fiches pour approfondir, notamment si en fonction des sujets que vous avez, s'il y a un sujet de surélévation, donc peut-être intégrer une préétude de faisabilité, un sujet d'accessibilité PMR, voilà, c'est un certain nombre de choses que vous pouvez demander, on va dire, en option sur cette partie DTG afin d'avoir vraiment un document complet et des méthodes de calcul aussi, donc THCEX et 3CL. Donc là, on va passer sur 5 usages. Je pense que Stanko en parlera très, très brièvement tout à l'heure, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce point. Slide suivante, s'il te plaît. Et enfin, la planification des travaux. Donc là, on est vraiment sur une partie qui est importante pour la copropriété et qui servira finalement de base, notamment si la copro décide de se lancer derrière dans une phase de maîtrise d'œuvre. Et là, on a un travaux avec des plans de travaux à la fois pour le maintien de la copropriété de l'immeuble dans un état, on va dire, convenable, donc des travaux à réaliser, et des travaux aussi pour améliorer, faire des gains, en tout cas faire un gain d'économie d'énergie potentiellement par la suite et gagner en confort, et là qui sera ajouté à ce tableau. Donc des recommandations de travaux, des avantages et inconvénients détaillés pour chaque plan, donc chaque plan de travaux qui sera réalisé. Et enfin, une proposition de dimensionnement du fonds de travaux en fonction du plan qui aura été pressenti et travaillé avec la copropriété lors de cette réunion intermédiaire. Donc, 3 grandes parties à retenir pour se lancer dans un projet. Et c'est un document qui servira à la fois si vous souhaitez vous lancer dans un projet tout de suite et travailler à l'échelle globale, donc sur plusieurs postes de travaux, comme un document qui pourrait être gardé pour étaler les travaux finalement dans le temps. Voilà, merci Jessica, ouais, c'était bien, bien clair. C'est super, hein, on a vraiment un panorama complet. Cette conférence aussi, elle sera en replay. Je pense qu'il y a un paquet de monde qui reviendra dessus. Voilà, donc alors c'est pas tout de suite Vincent, c'était d'abord, je vois Vincent ouvrir la caméra, c'est d'abord effectivement Stanko. Trifunovic. Oui. Voilà, merci Stanko. C'est un peu difficile pour moi de reprendre la suite de ces interventions parce que le sujet a été assez largement survolé, disons. Concernant les 5 points, les 5 postes de consommation d'énergie du DTG, juste pour clore ce que disait Jessica, les 2 points qui ont été rajoutés étaient les points de consommation des luminaires et il me semble les points de consommation annexes liés au VMC et autres moteurs de ce genre. Donc, tu peux passer la slide. Alors, donc une rapide présentation. Alors, j'ai profité pour faire de la publicité pour notre salon qui va se tenir le 20 et le 21 octobre. L'entrée est libre, même si c'est surtout dirigé à nos adhérents. Donc, nous sommes une association. Nous avons comme objectif d'aider les conseils syndicaux et les syndics bénévoles à être autonomes et à se défendre de tous les écueils qui peuvent surgir lors de la vie d'une copropriété. Évidemment, quand nous nous trouvons face à des nouveautés législatives, on se doit d'informer, d'accompagner nos copropriétaires, donc nos conseils syndicaux ou nos syndics bénévoles ou coopératifs. Et donc, cette veille, elle est permanente vu le rythme des nouveautés et des modifications qui ont surgi ces dernières années. Alors, comme disait très bien Jessica, Coali, Jacobi, nous avons participé au groupe de travail mis en place chapeauté par l'APC autour du nouveau DTG.
Donc, ce DTG, alors vous pouvez passer la slide. Donc, le DTG fait partie donc des nouveautés, enfin le travail sur le référentiel du DTG, excusez-moi, fait partie des chantiers que nous avons accompagnés avec pas mal comment dire, d'assiduité et très concerné, parce que ça, c'est vraiment, après toutes ces années, tous les audits, toute cette inflation et jungle de produits, c'était vraiment une façon de fournir un produit clair et synthétique et facilement utilisable et lisible par les copropriétaires, pas simplement par les professionnels. Donc là, je reviens sur cette slide très rapidement sur les points qui ont qui ont été pratiquement tous évoqués par les précédents intervenants. Donc toutes les évolutions et nouveautés récentes et qui ont une conséquence sur nos copropriétés. Donc comme vous avez compris, notre optique, c'est la défense des copropriétés et donc nous sommes obligés de faire de l'information, disons, de didactisme et faire preuve de pédagogie et de répondre à nombreuses questions concernant les nouveautés. Donc, les 10 principaux impacts que l'on observe des dernières lois, notamment la loi résilience et climat, sont donc la classification des bâtiments suivant de nouveaux critères. Donc, tout ça, ça a déjà été évoqué plus longuement, hein, donc je passe vite. L'obligation de réalisation d'un DPE, les nouvelles obligations à l'égard des bailleurs, notamment concernant les définitions de décence, la création d'un droit de surplomb sur la copropriété voisine. Alors ce point, je crois qu'il n'a pas été abordé par les intervenants précédents. C'est un point assez curieux qui avait déjà été, qui avait surgi plusieurs fois dans des projets de loi précédents et qui a été retoqué par le Sénat. Et comment dire, ce droit de surplomb, en fait, qui est acté, consiste à rendre automatique le droit, bon, il y a quand même des formalismes, le droit de faire de l'isolation thermique par l'extérieur en limite de propriété, en surplombant, donc en empiétant sur la propriété voisine. Auparavant, on était obligé de passer par une convention d'empiètement et le voisin pouvait refuser tout simplement. Aujourd'hui, on doit toujours faire une convention d'empiètement, mais le voisin, pour refuser, doit présenter des raisons valables. Et donc là, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, il ne peut pas simplement vous dire non sans présenter de justification. Donc ça, c'est une énorme modification parce que vous avez le droit de charger, donc d'empiéter sur le voisin jusqu'à 30 cm, ce qui est assez conséquent. Et ça implique tout ce qui va avec, hein, donc le droit d'échelle, le droit de faire des travaux. Donc, ce point est un peu vague parce qu'il dit qu'il prévoit que cette convention d'empiètement peut donner droit à une rétribution, donc une rémunération, mais d'une copropriété à l'autre, mais ce n'est pas du tout, les modalités ne sont pas indiquées, donc c'est très, très vague. C'est au bon vouloir des copros. Ensuite, donc, la mise en place du chauffage urbain, donc, dans un futur proche, enfin, dans les nouveaux bâtiments devront se brancher automatiquement au chauffage urbain quand il existe, le chauffage de ville, ou alors dans les bâtiments anciens quand il y a des rénovations importantes. Alors, c'est l'importance, donc le mot important n'est pas très clairement précisé, donc ça va aussi être sujet à interprétation.
La mise en place du plan pluriannuel de travaux, le PPT, donc, qui a été décrit précédemment. Je reviendrai là-dessus parce que ça va faire la liaison avec le point suivant. Une procédure légale pour voter totalement ou partiellement les PPT. Donc, et on va pouvoir voter le principe du projet par l'article 24, donc la majorité des copropriétaires présents ou représentés ou votant par correspondance. Et ensuite, évidemment, l'adoption des travaux, que ce soit une adoption totale ou partielle, doit être décidée par vote majorité de l'article 25, hein, donc, qui est plus contraignante. Une nouvelle approche du fonds de travaux, donc avec le 2,5% approvisionné par an du montant des travaux ou au minimum 5% du budget. Donc, et ça, 5% du budget, c'est ce qui est prévu déjà aujourd'hui, ce qui était prévu déjà hier. Des dates d'entrée en vigueur progressive. Et puis, après, la facilitation de l'équipement collectif de recharge, de l'installation des équipements collectifs de recharge des véhicules électriques. C'est-à-dire que pour une convention sans frais, pour l'installation plus tard de points de recharge avec un fournisseur, que ce soit public ou privé, on vote à l'article 24, ce qui est beaucoup moins contraignant qu'auparavant. Voilà, donc pour revenir donc à mon... Alors, je suis désolé, je n'ai pas d'autres slides, mais je vais le faire de mémoire. Pour revenir donc sur le PPT doit se baser sur un audit du bâti et des équipements couplé avec un DPE. Ou alors, il doit être ou alors il se base sur un DTG. C'est là que l'ARC entre en jeu. Nous sommes en train, et donc là je vous fais, je vous livre un peu en primeur notre plan, notre produit qui est en gestation, mais qui est en bon état, qui est en train d'être délivré, hein, qui consiste à proposer à nos adhérents un DTG petite copropriété. Donc, c'est un DTG dont le public est le public d'adhérents, qui est orienté vers les petites copros jusqu'à 30 lots et qui est basé à 100% sur le référentiel mis en place avec l'APC, bien évidemment, auquel on a participé. Donc, ce DTG, c'est comme le grand DTG, c'est un état des lieux technique général qui permet d'informer, de prendre des décisions et des facilités de prise de décision des copropriétaires. Le DTG que nous proposons, lui, il est donc fait sur mesure pour que les contraintes budgétaires soient pas trop lourdes pour des petites copros. Et nous avons donc sa vocation est de se diriger surtout sur les petites copros, donc type dont nous avons beaucoup d'adhérents issus d'immeubles d'avant 1948. Pour cela, donc l'ARC a monté un partenariat entre des architectes, des thermiciens et également des ingénieurs financiers. Alors, dans le DTG, ce qui est obligatoire, c'est la participation de quelqu'un qui, de façon idéale, un architecte, quelqu'un qui est un professionnel du bâti, et d'un thermicien pour faire la partie thermique. Alors, j'ai une question. DTG pour 30 lots ou appartements? C'est les lots principaux. Donc, c'est 30 logements, s'il y a 30 logements, et s'il y a des caves ou des garages, on ne les compte pas. Donc, je reprends. Donc, nous avons donc monté des équipes d'architectes, de thermiciens et également d'ingénieurs financiers. Alors, pourquoi d'ingénieurs financiers? Parce que la participation au DTG, donc d'une analyse financière, nous permet d'être éligible au chèque audit
mis en place par la ville de Paris et qui est étendu aujourd'hui à la métropole Grand Paris. Donc, ce chèque de 5 000 € permet d'amortir une grande partie du coût du DTG, ce qui est très intéressant. Concernant les équipes, les architectes, donc je parlais des copros d'avant 48, et nous avons ce type de bâti requiert une expertise technique particulière. Et c'est pour ça qu'on a choisi de s'allier à la compagnie des architectes de copropriété, donc la CAC, qui connaît bien ce genre de problématiques. Voilà, donc nous en sommes actuellement à tester ce produit. Donc, nous avons fait appel à nos adhérents. Nous avons choisi parmi plusieurs propositions une copropriété cobaye et les travaux sont en train de, enfin, l'analyse est en train de se faire et nous aurons très vite un retour d'expérience et pourront corriger éventuellement le tir sur certains procédés et ouvrir ce genre de produit à nos adhérents. Voilà. Merci Stanko pour cette présentation et ce retour d'expérience aussi sur ce nouveau produit que vous mettez en place sur les DTG qui répond à la réglementation. Alors on va tout de suite continuer avec Stanko, je vais juste fermer le micro et caméra, avec Vincent Vanel sur la partie ingénierie, hein, parce que là on va parler de ça fera l'objet du débat, mais vous allez l'ouvrir de qui va pouvoir réaliser ces audits, ces diagnostics. C'est un coup à commencer à en parler, hein, de l'architecte, du bureau d'études. Je vous laisse dérouler votre présentation alors, Vincent. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais un peu quelque part chapeauter, clore, boucler la boucle de ce qui vient d'être dit. Si Xavier, vous pouvez passer la première slide, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, je représente la fédération Sinov, avec qui nous avons effectivement, nous travaillons avec un certain nombre de parties prenantes et d'acteurs de l'immobilier, de la rénovation énergétique, dont l'APC, avec qui nous avons travaillé sur l'élaboration du nouveau référentiel DTG. On représente les entreprises de l'ingénierie du conseil, donc répartis en à peu près 3000 adhérents sur 15 régions. Xavier, vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît. Merci. Donc, dans l'idée, alors tout ce qui a été dit est très juste. Ce qui va être important, c'est surtout un peu de clarifier la sémantique et de savoir quels sont in fine, les travaux pertinents à faire, de trouver un programme qui soit attractif, performant d'un point de vue énergétique et finançable. Et donc, il y a des travaux qui vont toucher en fonction des copropriétés, des postes collectifs, communs, et d'autres qui toucheront des ouvrages privatifs au sens propre, et d'autres qui sont considérés comme privatifs, mais participant à une performance globale de l'enveloppe, telle que les menuiseries. Donc, pour chacune de ces approches, hein, que ce soit collective ou individuelle, il y a évidemment un certain nombre de solutions techniques qui permettent de les atteindre. C'est quelque chose qui va être important, puisque à un moment donné, la clé de tout ça, c'est évidemment le financier, l'économique. Donc, ce qui va être important, c'est de faire du cost killing, donc de diminuer les charges, donc à travers évidemment les réductions de besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire et d'électricité pour différents usages. Donc, d'un point de vue collectif, c'est une chose, mais également d'un point de vue individuel, tout le monde se rend compte que le coût des énergies augmente chaque année, que ce soit l'électricité ou le gaz, avec une forme il y a de la spéculation et de visibilité incertaine dans le futur. Chacun pourra effectivement, au regard des contextes géopolitiques et de réalité de gisements finis,
de ressources naturelles non renouvelables se rendre compte et faire son propre jugement sur le fait qu'à un moment donné, si on est plus nombreux et qu'on consomme du coup mathématiquement plus d'énergie et qu'en même temps on fait faire des économies d'énergie, les fournisseurs, distributeurs de ces énergies vont forcément augmenter leurs coûts, sachant que pour financer les technologies renouvelables, celles-ci le sont par les taxes faites sur les énergies actuelles fossiles. Donc, l'enjeu est bien de réduire les charges globales, de manière globale, en se projetant sur voilà, des augmentations plutôt de 10% en moyenne, plutôt que 4 ou 5% dans les modèles d'ingénierie financière qu'on a pu faire jusqu'à présent. Est-ce que, Xavier, vous pouvez passer la slide, s'il vous plaît? Voilà. Donc, suite à l'audit énergétique ou demain au DPE collectif ou au DTG qui s'appellera éventuellement PPT dans certains cas, il y a évidemment des actions à mener derrière. Et idéalement, les copropriétés seraient, je dirais, bien renseignées sur ce qu'elles ont à faire et de comprendre que l'engagement qu'elles doivent prendre au regard des enjeux climat-énergie n'est pas très compatible avec de l'inertie et un report permanent des votes, des actions et des programmes de travaux qui pourraient être proposés. Donc, il y a différentes actions possibles qui peuvent être faites. Évidemment, la plupart des acteurs présents aujourd'hui qui sont intervenus comprennent l'intérêt de faire une rénovation globale performante plutôt que étape par étape. Effectivement, il y a une étude de l'ADEME avec Doremi qui ont montré que les rénovations étape par étape étaient plutôt à terme un risque de ne jamais obtenir évidemment de gains et de performance globale avec un surcoût évident, puisqu'il y a certains travaux qui demanderont de refaire des travaux induits ou complémentaires et donc de casser ce qui aurait été déjà fait dans préalablement. L'importance de l'ingénierie, en tout cas des professionnels de la maîtrise d'œuvre, qu'ils soient AMO ou maître d'œuvre ou ingénieurs financiers, c'est évidemment d'accompagner au mieux les copropriétés pour obtenir des programmes de qualité et à la fin avec, quand ça viendra, une garantie de performance en exploitation à travers un certain nombre de contrats. L'idée étant bien que il y ait une adéquation entre une expression de besoin qui demandera à être évidemment plus claire et cernée et ce qui va en ressortir à la fin. Et que tout l'enjeu est bien évidemment d'arriver à livrer des travaux qui répondent en tout point et au niveau de performance énergétique qu'on demandait au départ et aussi au budget. Xavier, si on peut passer la slide. Donc, par ailleurs, bon, ça c'était plutôt introductif, mais c'était pour rappeler que depuis 2012, il y a un certain nombre d'appellations, et puis même antérieurement, mais j'y reviendrai pas parce que personne n'en a jamais parlé. C'était les diagnostics éco-habitat. Mais depuis, voilà, les audits énergétiques obligatoires pour certaines copropriétés depuis 2012, il y a eu une évolution de la sémantique qui, ne nous le cachons pas, a un petit peu perdu le maître d'ouvrage que sont les copropriétés et de savoir qu'est-ce qui se cachait évidemment derrière ces mots qui se ressemblaient, mais en même temps qui augmentaient les périmètres de prestations, sachant que n'ayant jusqu'à cette époque, en tout cas très peu de contrôle, était la porte d'entrée pour un certain nombre d'acteurs moins regardants sur la qualité de leurs prestations. Et vu que la plupart du temps, les gens achètent du prix, forcément, toujours des gens qui sont plus malins que les autres et qui font de la gratuité, faisait que les rendus étaient peu qualitatifs et donc, évidemment, ne pouvaient pas apporter une visibilité suffisante aux copropriétés pour engager sereinement des travaux.
D'où l'importance, effectivement, de plus en plus d'associer des groupements de maîtres d'œuvre, de professionnels en amont des démarches d'amélioration de la performance énergétique pour apporter une vision la plus globale et le plus en amont possible, encore une fois, pour laisser et donner un maximum de visibilité aux copropriétés pour décider de l'engagement ou pas de ces travaux-là. Est-ce qu'on peut passer la slide, Xavier? Merci. Donc, évidemment, les associations qui soutiennent et défendent les intérêts des copropriétés ont un travail de liant et ben justement de rendre compréhensibles les lois et ce que ça implique, et de s'assurer en face que les professionnels qui interviennent présentent toutes les qualités pour agir. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, hein, notamment le RGE études, à l'instar du RGE travaux pour les entreprises qui exécutent, et qui sont un premier indice de qualité, puisqu'ils sont certifiés par des tierces parties indépendantes qui demandent voilà, de montrer patte blanche, notamment via les qualifications OPQIB 1905 ou 1911, qui permettent de garantir une forme de véracité des résultats qui est indispensable, notamment pour calculer les gains à minimum de 35% pour obtenir les aides MaPrimeRénov' CoPro. Cette qualification, elle nous semble extrêmement importante, pas tant pour créer ou s'arroger un marché, mais on le sait très bien, à chaque fois qu'il y a eu un marché d'opportunités porté par la réglementation, bon nombre d'acteurs se sont engouffrés et ont proposé tout et n'importe quoi, et surtout parfois à l'encontre du bon sens, parce qu'ils étaient dans un conflit d'intérêts majeur. Donc ça, il faut être vigilant là-dessus. Je parle notamment des bureaux de contrôle et je parle d'un certain nombre de professionnels qui, évidemment, avaient un intérêt à pousser vers certains travaux et pas d'autres, puisqu'ils étaient intéressés sur ou les équipements qu'ils installaient ou le fait que l'énergie sous-jacente leur permettait de maintenir, évidemment, leur business model. Donc ça, il faut être vigilant et Sinov ira toujours dans ce sens-là. La qualification des professionnels en amont est de manière homogène. On ne peut pas accepter que certains ne fassent que 2 jours de formation et la capacité, alors dont ce n'est pas le métier au départ, pour pouvoir faire certaines prestations de calcul, alors que d'autres, on leur demande de faire 5 jours, plus de montrer des modèles de rapport avec une transparence et des règles de sélection assez drastiques. C'est important qu'il y ait une homogénéité dans la qualification des professionnels qui interviennent. Alors du coup, pour conclure, parce que ça c'est un peu un retour d'expérience aussi de terrain, les leviers de réussite dans le cadre de projets de rénovation globale et performante. Donc évidemment, une ingénierie compétente, qualifiée et indépendante qui sera gage de partir sur des dimensionnements et des conceptions de qualité. Un accompagnement au changement des copropriétés. On parle de performance énergétique. Je rappellerai qu'elle se base sur 3 piliers. La réduction de la consommation énergétique, une amélioration de l'efficacité énergétique des équipements, mais également une amélioration comportementale des usagers. Et c'est un petit peu le parent pauvre, hein, évidemment, des démarches de performance énergétique, parce qu'on touche de la science sociale. Et évidemment, c'est là où le travail aussi des associations et des partenaires étatiques est important. Et on ne peut pas croire que les choses se feront de manière massifiée s'il n'y a pas une prise de conscience que c'est très humain, in fine, et que si les gens ne comprennent pas les enjeux et l'intérêt de le faire, ils voteront toujours non. Tant que la réglementation ne leur imposera pas, alors c'est déjà le cas pour évidemment les passoires énergétiques, puisqu'il y a des engagements d'améliorer de 2 étiquettes énergétiques pour pouvoir louer ou augmenter les loyers. Mais demain, il y aura évidemment une
une accentuation de ces malus quelque part, qui fera que ce sera une obligation de rénover. On est dans un pays où, quand on est obligé, on ne se sent pas très bien. Et les derniers événements sanitaires ont montré qu'on n'acceptait pas aussi facilement ce qui nous était imposé de l'extérieur. Donc, à bien noter que c'est aussi toute donc cet accompagnement au changement, c'est des métiers. Enfin, il y a une science sociale derrière, il y a des méthodologies, il y a de la patience, il y a du temps, et donc tout ça s'anticipe évidemment. Une ingénierie financière intervenant très en amont, puisqu'une copropriété, alors c'est 1000 cas particuliers. Tous les jours, on est confronté à cette réalité. On doit voter ou raisonner sur un budget, mais à la fin de l'audit ou d'un DTG, la copropriété veut en fait savoir ce que individuellement chacun devra payer et surtout être comparé au niveau de charge qu'ils ont actuellement. Et du coup, tant qu'ils n'ont pas cette information-là, quelque part, ils ne se lancent pas dans les travaux, avec généralement une argumentation de c'est quoi mon temps de retour sur investissement, qui est toute assez surprenante, quand jusqu'à présent, personne ne s'est jamais posé la question de savoir quels étaient les temps de retour sur investissement d'un ravalement simple, par exemple, ou de l'aménagement d'un certain nombre de choses dans les espaces communs. Vincent, je vais vous couper juste pour vous laisser conclure, pour qu'on ait un peu de temps pour le débat, puisqu'on doit terminer Oui. à 18h. À 19h, pardon. Oui. Donc, il reste 2 points. En gros, c'est l'importance d'avoir cette vision globale des immeubles. Très bien, le volet énergétique. Le DTG a au moins le mérite d'introduire, de se pencher et de se préoccuper d'autres lots techniques hors énergétique. La résilience des villes et des bâtiments par rapport au changement climatique en est une également. Et donc, c'est très positif d'avoir cette vision très transversale et de faire très attention, mais ça, c'est l'ingénierie financière qui le porte, de prendre en compte réellement le coût global des travaux, prenant en compte les honoraires des différents intervenants, des assurances et des coûts induits des travaux ou complémentaires qui peuvent faire varier sensiblement les budgets annoncés à la fin d'un audit énergétique ou d'un DTG. Merci de votre écoute. Écoutez, on a fait un tour d'horizon là qui était complet sur ce sujet. Il y a quand même plusieurs questions là qui restent en suspens, et si vous permettez, sous votre contrôle, il nous reste une demi-heure pour vous poser des questions. Je vois, il y a Christian qui pose une question. Peut-être elle vaut pour vous, Yannick, parce qu'on parle plan pluriannuel de travaux, qui pose une question sur l'obligation de voter à l'unanimité et plan pluriannuel de travaux. Moi, si j'ai bien retenu, il n'y a pas de vote sur le plan pluriannuel de travaux, il y a des obligations. Point. Si. Non. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. On est quand même sur un régime où le droit de propriété est quand même assez protégé. Donc, il y a un vote pour l'élaboration du plan pluriannuel de travaux qui se fait à la majorité relative et un vote des dispositions du plan qui, lui, se fait à la majorité de tous les copropriétaires. Donc, c'est la majorité, je crois que c'est l'article 25, si je ne veux pas dire de bêtises. Oui, tout à fait. Voilà. Ah oui. Donc, mais c'est le projet alors, sur lequel je confonds. Alors, le projet de PPT, lui, il est obligatoire, mais le plan pluriannuel de travaux, il doit être voté. C'est ça. Ouais, l'élaboration du projet est obligatoire. Son vote, lui, ne peut pas être imposé puisque derrière, il y a des gros travaux et après, on serait un peu attentatoire au droit de propriété, Conseil d'État. Voilà, donc c'est une jurisprudence là-dessus. C'est pour ça qu'effectivement, on a pu le voir, c'est ce qu'évoquait à l'instant Vincent Vanel, on oscille l'obligation, pas obligation, c'est qu'en fait, on a pu changer le nom des documents au fil du temps aussi, c'est possible parce qu'il y a cette difficulté derrière qu'on ne peut pas imposer trop de choses disproportionnées par rapport au droit de propriété. Mais c'est important pour nous de sensibiliser en tout cas les acteurs, c'est vraiment un point important. Ouais. Donc, ce n'est pas un vote à l'unanimité, c'est un vote à la majorité, article 25 pour le PPT. Et encore, on peut rappeler l'article 25, c'est quoi le… Alors, là, j'espère ne pas m'en mêler les pinceaux, c'est la majorité étendue, donc c'est pas une majorité simple.
Majorité de tous les copropriétaires, c'est-à-dire tous, même ceux qui ne sont pas représentés, qui n'ont pas voté par correspondance ou qui ont fait une erreur lors du vote de correspondance. Vous prenez tous les copropriétaires et c'est la majorité de cette… C'est la majorité des tantièmes alors finalement, c'est ça? Voilà, tout à fait. Résumer. En gros, oui, ouais. oui. Ah, par contre, je vais vérifier pour le vote du DTG, mais juste un point de subtilité. Il y a des régimes d'aide un peu particuliers, effectivement, selon les territoires, qui peuvent imposer la réalisation d'un DTG, mais normalement, le DTG n'est pas obligatoire. Je tiens bien à le dire, c'est uniquement le PPT. Et le DTG peut l'être, par contre, pour bénéficier d'une aide de certaines collectivités. Je pense que c'est ce que les collègues vont préciser. Ou qui font l'objet de mise en copropriété. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. Si on met en copropriété un immeuble, mais c'est pas un cas hyper fréquent quand même. De plus de 10 ans. Et pour ceux qui ont un cas d'insalubrité également. Ouais. Exactement. Juste pour préciser un peu ces aspects techniques, si j'ai bien compris, le DTG va devenir un élément central, c'est ce qui est poussé, c'est pas mis dans les textes, mais va devenir un élément central du projet de plan pluriannuel de travaux. En tout cas, il a été construit comme ça, Jessica Jacobi Coelinon. C'est comme ça que vous l'avez conçu avec tous les acteurs ou pas? Je vais répondre avec l'aide de Stanko aussi sur cette partie. En tout cas, on souhaite que, oui, effectivement, comme ça faisait sens pour nous d'intégrer un peu le plan pluriannuel de travaux. Donc, comme on l'a dit, hein, ce n'est pas obligatoire, il n'est pas obligatoire de voter le DTG, simplement à mettre à l'ordre du jour. Donc voilà, c'était construit dans ce sens-là, mais pour l'instant, il n'y a rien de… Oui. C'est vrai que l'obligation lors du PPT de s'appuyer sur un audit plus DPE ou sur un DTG met en avant le DTG, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a une disparition de l'audit énergétique tel qu'on le concevait avant. Donc ça c'est effectivement, merci d'avoir reprécisé Yannick Page. Moi, il y avait une question que je voulais poser à Alban Charrier parce que effectivement, mais ça vaut pour Lionel Jeannot aussi. Effectivement, ce que je pressens, c'est qu'il y a des immeubles qui ont été rénovés, qui étaient d'un certain niveau d'étiquette, et je parle des bailleurs sociaux, on fait des gros chantiers de rénovation énergétique, ils ont rénové leur parc. Est-ce que demain, les bailleurs sociaux, ils ont pas peur d'être bloqués dans la location de certains de leurs appartements ou la rehausse des loyers de certains de leurs appartements? Parce qu'il pourrait y avoir des changements d'étiquette qui est lié à cette nouvelle réglementation. Alors, oui et non par rapport à tes questions. La partie non-augmentation des loyers est limitée au parc copropriété privé et non pas bailleurs sociaux, puisque les bailleurs sociaux ont déjà de toute façon des limitations de loyer liées à leur statut. Alors, on est aussi, et c'est aussi pour ça que de plus en plus, on est copropriétaire, à la fois dans l'acquisition de production neuve et à la fois à la vente à nos locataires en place. Donc, on a de plus en plus de copropriétés. Donc, dans ce patrimoine particulier où on est copropriétaire, là, effectivement, on a ces éléments-là. Sur la partie qui est plutôt la partie indécence énergétique ou critères de décence, effectivement, on a le fait qu'aujourd'hui, on intègre les bâtiments E à horizon 2034. Ça va forcer les bailleurs sociaux à avancer sur la réhabilitation de ces logements-là, sachant qu'on a relativement déjà anticipé ce sujet-là, puisque il y a un écart de performance énergétique entre le parc social et le parc privé. Aujourd'hui, et ça, c'est les données, c'est pas les données USH, c'est les données du SDES, donc de l'administration. Il y a à peu près 17% de passoires thermiques avant réforme, côté parc national des résidences principales, 18% dans le parc privé et 7% dans le parc social. Donc, on a déjà, nous, on est déjà largement intervenu sur ces parcs-là. Mais effectivement, thermique, c'est à partir de combien? FG. FG, FG, tel qu'on le parlait avant. Bientôt, je pense qu'on va bientôt intégrer les E puisqu'ils seront indécents en 2034. Mais effectivement, la loi climat résilience, en intégrant les E en 2034, côté bailleurs sociaux, c'est estimé à peu près à 800 000 logements nos bâtiments E aujourd'hui, avant réforme. Alors là, Lionel en reparlera aussi peut-être. On a quelques inquiétudes importantes de voir ce montant augmenter. Mais voilà, on a, nous, une obligation avec la loi climat-énergie de réintégrer environ 70 000 logements en réhabilitation par an jusqu'en 2034 pour traiter ces bâtiments qui sont nouvellement intégrés. Oui, donc il peut y avoir des changements d'énergie. Alors, il y avait Lionel, là, pour faire rebondir sur deux aspects. Je
je vais vous poser la question pour Lionel et elle vaudra pour Vincent aussi. Il y a la deuxième question qui sera l'aspect compétence, hein, parce qu'il va y avoir ce qu'on peut appeler un DPE collectif, hein, pour les copropriétés. Donc on va y revenir. Mais moi, la question que je me posais, c'était, si j'ai bien compris, il y a des DPE qui sont réalisés aujourd'hui dans une période sur laquelle on sait qu'ils ne sont pas tout à fait justes, une période de rodage, comme tu l'as décrit. Dans 6 mois, on va se dire, OK, on a corrigé toutes les erreurs qu'il pouvait y avoir sur les DPE. Est-ce qu'il ne va pas falloir repasser sur tous les DPE qui ont été réalisés? Alors, repasser sur tous les DPE qui ont été réalisés, non. Après, il y a un certain nombre de DPE sur lesquels on peut avoir des doutes, de par les années de construction, de par des renseignements qu'on pourra avoir obtenus après, parce que c'est vrai que la somme des renseignements qu'on doit obtenir pour faire le DPE aujourd'hui est beaucoup plus importante et nécessaire pour impacter l'étiquette. Et c'est vrai que si on ne les a pas aujourd'hui, on pourra les avoir dans quelques mois, parce que ça aura permis d'une part de les trouver pour les propriétaires et d'autre part d'améliorer le DPE. Mais les refaire tous, non. Oui, alors est-ce que qui pourra réaliser, parce que ce n'est pas complètement clair pour moi, mais il y a des questions aussi qui portent là-dessus, qui pourra réaliser ce DPE collectif et finalement aussi l'audit qui sera dans le cadre du projet de plan pluriannuel de travaux, sur l'audit énergétique ou les calculs énergétiques qui seront dans le cadre de plan pluriannuel de travaux. Yannick? Oui, je réagirais peut-être aussi un petit peu à ce qui a été dit tout à l'heure là, sur les DPE, puisque bon, la DHUP, comme le disait M. Jeannot, est aussi impliquée dans le suivi du sujet. Donc en tout cas, oui, les DPE collectifs, effectivement, ils ont vocation à être réalisés par les diagnostiqueurs immobiliers. Et par contre, les PPT, notre idée, c'est effectivement de les confier à… Alors, c'est un décret en Conseil d'État qui sera bientôt soumis à consultation là-dessus, mais à concertation. Mais l'idée, effectivement, de s'adresser à des professionnels comme ceux qui réalisaient jusqu'à maintenant les DTG, qui continuent à réaliser les DTG ou les audits énergétiques en copropriété qui eux disparaissent, puisqu'on a effectivement des professionnels compétents pour réaliser ces travaux. Donc c'est vraiment ce sur quoi on part. Pour revenir un petit peu sur les défauts actuels effectivement du DPE qu'on peut être listés, un des points importants quand même dans le cadre de ce sujet, c'est aussi en fait, c'est qu'évoquait d'ailleurs très bien M. Jeannot aussi, c'est le côté effet d'apprentissage. Il y a quelques instants, il l'évoquait, le nouveau DPE en fait se base beaucoup lorsqu'on n'a pas l'information sur des valeurs par défaut pour caractériser le bien immobilier, des valeurs qui peuvent être effectivement par défaut de fait plus négatives que celles qui auraient été données si on connaissait effectivement l'isolation. Si le propriétaire ne sait pas qu'il y a eu isolation et qu'on ne peut pas, sans sondage destructif, le savoir, effectivement, on va donner une valeur par défaut qui n'est pas positive du tout pour le logement. Donc, il y a effectivement un effet d'apprentissage qui est quand même assez important et donc au fil des prochaines semaines, enfin, on y travaille collectivement. Il y a aussi évidemment des corrections du moteur de calcul, hein, mais l'idée c'est effectivement d'arriver évidemment à sachant que ce DPE est mieux quand même que le précédent. C'est quand même le point important à dire parce que j'ai l'impression que sinon on retiendrait que ce DPE finalement a plein de défauts. Il est quand même beaucoup mieux que le précédent qui avait ces affres avec des DPE factures qui ne reflétaient pas du tout, et des DPE vierges, comme le disait M. Jarrier, la réalité des biens. Donc il y a un mieux, mais effectivement il y a besoin effectivement d'un petit peu de temps pour fiabiliser la copie globale. Oui. Une question de Stéphanie qui dit les copropriétés ayant déjà réalisé un audit énergétique, parce qu'il y a plein de copropriétés qui ont déjà réalisé des audits énergétiques, est-ce qu'elles devront réaliser, qui étaient obligées de le faire, hein, les copropriétés de plus de 50 lots avec un chauffage collectif, est-ce qu'elles vont être obligées de réaliser aussi un projet de PPT, donc de repasser un peu dans ces fourches codines de ces audits, ces diagnostics? Alors, la réponse est oui, dans le sens où l'audit énergétique, il était demandé en 2012, à faire sur 5 ans, jusqu'en 2016. Donc, c'était un état, à un moment donné, fait pour une copropriété. Et on le disait, c'est un document qui souvent a pu partir malheureusement dans des placards de conseils syndicaux ou de syndics. Là, l'idée, c'est de refaire un DPE collectif et derrière un PPT qui va entraîner un examen en assemblée générale de propositions de travaux. Donc, c'est passer à l'action. Donc, il faudra bien le refaire. Et il y a un mécanisme qui a été mis en place dans la loi Climat et Résilience qui est celui d'une actualisation de ce DPE collectif obligatoire tous les 10 ans, sauf pour les bâtiments qui atteignent les classes
A, B ou C, de façon à encourager les copropriétés à rénover. Si vous rénovez, vous n'aurez pas besoin de refaire ce DPE collectif tous les 10 ans. Vous passerez en classe A, B ou C et vous serez de fait tranquille du point de vue collectif, mais du point de vue aussi individuel pour les logements. On l'a vu, il y a quelques obligations progressivement qui commencent à s'appliquer, au moins pour le parc locatif. Ouais. Il y a des questions sur le DPE collectif. Est-ce que Lionel, les diagnostiqueurs souhaitent réaliser, là je ne parle pas les DPE collectifs, il y a deux choses. Il va y avoir un volume très important de DPE collectifs qui va arriver aussi sur le marché. Je vois ça arrive vite, hein, c'est 2023 là, la première date de mémoire. Donc, est-ce que les diagnostiqueurs vont pouvoir assumer ce plan de charge et est-ce que les diagnostiqueurs aussi souhaitent aller sur ce marché de projets de PPT? Alors, Est-ce qu'ils le feront réglementairement? Pour le DPE collectif, bon, aujourd'hui, il n'est pas prêt, mais en effet, le maillage et le nombre de diagnostiqueurs permet aujourd'hui de pouvoir répondre à la demande qui va se faire progressivement. Ce qui est important, c'est que les compétences suivent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les diagnostiqueurs, et c'est vrai que, et encore une fois, hein, le nouveau DPE est V3 et nettement mieux et fiabilise le système est essentiel. Et c'est pour ça qu'on est si exigeant, c'est qu'on veut vraiment que le système puisse pas être remis en cause. Et donc, il est très important. Et c'est vraiment des changements d'habitude pour beaucoup de nos clients qui de fait d'avoir une étiquette qu'ils n'avaient pas avant, nécessite de les accompagner. Donc, c'est pour ça qu'on doit pouvoir apporter toutes les réponses. Et sur le TPE collectif, ce sera pareil. Donc, oui, c'est un diagnostic qu'on fera dans le cadre dès qu'il sera prêt et qu'on le fera progressivement. Une question de Martial qui pose la question des coûts de DTG. Alors peut-être Jessica peut répondre, et Stanko aussi, parce que finalement vous avez une nouvelle offre, j'ai compris après sur ce sujet. C'est quoi le coût d'un DTG? Moi, Et il y a des donné... aides aussi. Hein. Oui, exactement. Donc, il y a les aides de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris, donc le montant de 5 000 €. 3 critères à respecter, donc suivre le référentiel DTG, être inscrit sur la plateforme Coach CoPro et troisième critère, faire appel à un professionnel affilié à l'annuaire Coach CoPro. Et donc, pour revenir sur les coûts, on est entre, en tout cas les devis qu'on va passer, on est entre 5 000 et 13 14 000 € en fonction de la taille de la copropriété. Oui, c'est ça. Donc, pour l'instant, une fourchette assez large, je pense. Oui, nous avons une fourchette un peu plus resserrée, mais c'est entre 6 000 et 7 000 €. À cela, donc, c'est une somme que doivent avancer les copropriétaires. Et à cela, après, on aura le chèque audit de 5 000 €. Donc, on passe à 1 000, 1 500, 2 000 €. Ouais. Yannick lève la main, je vois. Manière Oui, numérique. c'était pour indiquer, c'est vrai qu'effectivement, on peut avoir un petit peu peur des coûts de rénovation, parce qu'il y a quand même un certain nombre de copropriétaires qui sont peut-être parmi nous aujourd'hui, je l'espère. On met en place aussi un dispositif, alors au-delà des aides des collectivités qui sont nombreuses, et effectivement à Paris, la démarche Coach Pro doit être vraiment saluée, parce que c'est vraiment une démarche proactive pour la rénovation des copropriétés. On travaille, nous, sur la mise en place d'un prêt avance rénovation. Bon, il s'appelle prêt avance mutation dans la loi climat-résilience, mais il va s'appeler prêt avance rénovation, avec certains établissements bancaires qui se sont déclarés pour le distribuer. Et donc, l'idée, c'est de faciliter le financement. Je pense que c'est important d'en dire un petit mot. Ça permettra de compléter le montant des travaux qui n'est pas pris en charge par les aides publiques, certificat d'économie d'énergie ou MaPrimeRénov' ou aide des collectivités locales, et permettre un remboursement par le ménage propriétaire au plus tard, finalement, au moment de la cession du bien, de sa mutation. Et donc, ça permet de limiter effectivement l'effet, l'impact sur un propriétaire qui ne pourrait pas effectivement financer des travaux tout de suite. Voilà. Enfin, il y a une partie. Ça se remplace à partir de quand, ça? Là, c'est vrai que c'est pas, on y travaille pour que ce soit le plus rapidement possible. Je pense que ce sera courant 2022. J'avoue que je suis pas c'est pas moi qui prépare ce décret-là. Nous restons à l'affût. Nous restons à l'arc à l'affût parce que ce serait vraiment un outil formidable. Hein. Nous, comme je vous disais, notre produit DTG Petite Copro s'adresse aux moins de 30 lots et c'est compliqué. C'est très compliqué d'avancer l'argent très souvent.
Mais cette avance, elle vaudra pour les travaux aussi, Yannick, hein, ou pas Oui, pour le... oui, bien sûr, c'est l'idée de couvrir l'ensemble des dépenses. Bon, il y aura un décret qui définira tout ça, que une autre direction devra présenter au Conseil d'État là-dessus. Donc, c'est un texte qui sera quand même complexe à écrire. Ouais, mais ça, c'est une révolution et c'est attendu, hein, je crois, par les copropriétaires Stanco de pouvoir financer les travaux sur la revente du bien. Alors ça marche très bien quand les biens augmentent en termes de prix, hein, mais bon, c'est ce qui est le cas pour aujourd'hui, espérons-le, pour les copropriétaires. Il y avait Vincent qui levait la main, Vincent. Oui, c'était juste pour compléter le propos de Lionel, et puis ce que je disais tout à l'heure par rapport à la qualification des professionnels. Donc, dans le monde du diagnostic, on parle de certification de personnes. Et donc, dans le DPE, à présent, il y avait avec et sans mention. J'aimerais que ceux qui fassent, si jamais les diagnostiqueurs étaient habilités à faire des DPE collectifs, ce soit à minimum avec mention. Parce que c'est important. Et je compléterai par dire que entre les termes ont une importance pour les professionnels, mais aussi vis-à-vis de la loi et des assurances. Et notamment, le terme recommandation est différent du terme préconisation. À partir du moment où on parle de recommandation, je peux dire ce serait bien que vous changiez vos fenêtres. Et puis, je mets 3 smileys si ça fait quelque chose de bien, $4 ou $1 ou €1 par rapport au niveau d'investissement. Si je fais une préconisation, je vais donner des niveaux de performance attendus et qui vont dépendre de l'orientation, de l'environnement direct, etc. Ce n'est pas les mêmes assurances derrière. Si je fais de la préconisation, je rentre dans le cadre d'une décennale. Si je fais de la recommandation, je reste dans le domaine de la responsabilité civile professionnelle. Et ça, c'est important parce que le niveau, évidemment, de charges que les professionnels ont derrière sont différents. Ce qui explique également la variabilité des prix sur le marché. C'est si je suis tout seul et que je ne déclare pas correctement non plus mes TVA ou parce que je suis auto-entrepreneur, évidemment, j'ai moins de charges. Si je suis un gros cabinet d'ingénierie ou d'architecture, je paye évidemment à minimum syndical par rapport notamment à la convention BETIC, mes salariés. J'ai des logiciels que je dois mettre à jour, j'ai des qualifications que je dois payer. Oui, donc, c'est aussi important d'avoir ça en tête. Voilà. Vincent, on a compris. Alors, la question que vous posez hein, de manière globale, c'est qu'il y ait une équité sur les personnes qui réaliseront ces DPE, qu'ils aient les mêmes qualifications. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Lionel Jeannot, mais tu vas répondre à Vincent. Et c'est ce DPE collectif aussi. Aujourd'hui, c'est les personnes avant, c'était les personnes qui étaient certifiées avec mention, mais ça ne sera plus le cas. Il va y avoir un changement sur les qualifications, les certifications des personnes. Là, il faut que je regarde le texte parce que j'ai un trou sur le. Peut-être Yannick peut préciser. Oui, Yannick Pache. DPE immeuble, c'est certification avec mention. Avec mention, oui. Avec mention. Mais pour l'avenir, pour le DPE, mais il n'y a pas de changement finalement sur ce qu'il y avait avant. Pour le coup, non, il n'y a pas de changement. Il y avait déjà la mention pour le bâtiment immeuble, mais qui était peu fait avant la réforme, qui va être beaucoup plus utilisé, parce que de toute façon, obligatoire à partir du 1er janvier 2024 pour les monopropriétaires et étalé sur 3 ans pour les copropriétaires. Ouais. Lionel, alors pour répondre à Vincent en fait, ce que disait Vincent, c'est plus par rapport à l'audit que par rapport au DPE. La logique des recommandations et des préconisations, elles sont aujourd'hui imposées par les textes. Aujourd'hui, réglementairement, on est responsable par rapport aux données qui sont rentrées dans le diagnostic de performance énergétique. Notre responsabilité n'est pas engagée en termes de responsabilité par rapport aux préconisations qui sont faites. Et je pense que Vincent parlait plus de l'audit plus que du DPE. Ouais. Yannick, c'est des préconisations qui seront dans le projet de PPT qui devront être réalisées, sur lequel il y a un engagement décennal. Est-ce que c'est ça le point de friction là qu'il y a entre c'est pas un point de friction. Pas le point de friction, mais en tout cas la ligne de partage hein, qu'il peut y avoir. Hein. Oui, je pense qu'effectivement, c'est le point de précision. Et alors, il faut que je relise effectivement les termes de l'article.
En tout cas, c'est comme ça que Vincent l'a compris. Hein, c'est que c'était préconisation d'OCA avec une décédale. Et c'est ça que vous nous dites, hein, Vincent. Encore une fois, c'est la finalité qu'on appelle un DPE collectif, audit énergétique, c'est d'avoir une photographie de la performance du bâtiment à un état donné et avec des gains projetés en fonction de scénarios. Donc, vu que les résultats de l'audit soient intégrés dans une phase DIAG d'une mission de maîtrise d'œuvre de conception qui devra de toute façon être déclenchée derrière, il est important d'y avoir une continuité. Si le niveau de précision au niveau du rapport d'audit ou de DPE collectif est insuffisant, que fera la mission de maîtrise d'œuvre derrière? Elle dira, je dois faire un complément d'études thermiques. Alors, parenthèse, les méthodes de calcul pour le gain énergétique, c'est de la THCEX. Les méthodes 3CL ne sont pas de la THCEX. Donc, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, je donne une idée du gain projeté suivant des travaux avec une unité, et les unités sont importantes, et derrière, je vais devoir justifier des gains par une autre méthode de calcul pour pouvoir les obtenir. Donc, voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut effectivement homogénéiser tout ça, tout simplement parce que ça veut dire qu'on cherche à rationaliser des choses, parce que quand on fait un audit et des travaux, il peut s'écouler 3 ans minimum, et les exemples des copropriétés qui ont été bonnes élèves en 2012 avec un audit énergétique, 10 ans après, elles n'ont pas fait de travaux ou quelques petites choses, donc elles ont perdu des gisements d'économie d'énergie. Potentiellement, aujourd'hui, on va faire un DPE collectif, elles n'atteindront pas 35% parce que du coup, elles sont parties d'une configuration plus performante déjà. Vincent, j'ai compris. Je vais poser la question à Jessica là, parce que tu en as parlé, toi, Jessica, dans ton DTG. Merci de le repréciser, Vincent. On voit que là, il y a un point sur lequel il va falloir travailler. Dans le DTG, si j'ai bien compris, vous parlez à un moment THCEX. Est-ce qu'il y a des préconisations sur les méthodes de calcul qui seraient utilisées dans le DTG ou pas? Alors, nous, on a repris finalement la même base que l'audit global qui existe, à savoir pour les copropriétés en chauffage collectif de plus de 50 lots, partir sur une méthode de calcul THCEX, et pour les copropriétés en chauffage individuel, on passait par méthode 3CL qui va être mis à jour, en tout cas qui est en cours de mise à jour avec l'intégration du DPE. Oui, j'arrive à vous, Yannick. Au niveau Alban, pour ton analyse là, puisque tu avais beaucoup travaillé là sur ce sujet de méthode de calcul aussi. Moi, la remarque par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation avec la loi climat et résilience fait du DPE le critère principal, et en particulier de la décence ou l'indécence. Aujourd'hui, alors on avait dans le cadre des débats un peu plus larges, réglementation environnementale et réforme des DPE, on avait porté l'idée d'essayer d'harmoniser les méthodes de calcul pour en avoir plus qu'une seule, pour qu'on puisse comparer pas des choux et des carottes, mais des choux ou des carottes. Et là, par rapport à la réponse de l'intervenante précédente, moi, il me semblerait plus logique pour une copropriété ou pour un propriétaire d'utiliser la méthode DPE, puisque de toute façon, demain, c'est le critère qui va définir si c'est de la décence ou pas de la décence, qui va définir si on peut ou pas augmenter les loyers. Donc, même si je pense que Monsieur Vanel réagira, mais effectivement, la méthode de calcul réelle aujourd'hui, c'est plutôt THCEX. Par contre, aujourd'hui, le critère fondamental dans la réglementation, c'est le DPE, c'est l'étiquette DPE, et cette étiquette DPE sera faite sur une méthode 3CL. Ouais, Stanko et Jessica, j'arrive à Yannick. Hein. Stanko et Jessica, ça veut dire qu'il faut faire évoluer ce DTG pour finalement ne plus être en méthode THCEX et avoir que la méthode 3CL ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, la méthode 3CL est la plus adéquate pour les petites copros. Pour les petites copros. Faute de meilleures méthodes pour l'instant. Pour les grosses copros, est-ce qu'il va falloir faire évoluer cette chose ou pas? Je ne sais pas. C'est quelque chose que je ne pourrais pas me. Vous n'avez pas travaillé là-dessus? Non. Yannick, vous vouliez réagir? Oui, en fait, je voulais réagir là-dessus dans le sens où effectivement, c'est le sens de la loi, justement, comme le disait Alban très, très justement. Mais là, pour le coup, c'est vraiment au gouvernement de le porter. Hein, et c'est notre volonté, effectivement, de se baser sur la méthode 3CL pour toutes les copros. Alors, effectivement, elle a ce côté conventionnel
mais et puis effectivement un peu simplificateur, mais il a l'avantage au moins d'être cohérent par rapport aux obligations qui sont fixées dans la loi climat résilience avec ce que l'on fixe comme obligation ensuite. La méthode THCX ne donne pas forcément les mêmes résultats, donc ça peut que perdre un ménage qui a besoin un ménage ou une copropriété qui a besoin de réaliser des travaux. Donc la loi ne laisse pas vraiment le choix, il va falloir passer sur du 3CL pour le TPE collectif, donc, et puis derrière travailler sur les prescriptions de travaux du PPT. J'ai recherché entre-temps dans le texte pour la suite. Oui, il y a une personne qui pose la question 3CL. Effectivement, on a beaucoup d'acronymes, de mots. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va faire des copropriétaires, oui, avec tout ça. C'est quoi 3CL? Alors 3CL, alors c'est vrai que ça peut piéger, c'est calcul de la consommation conventionnelle du logement. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'il y a 3C. Et par contre, maintenant, elle est sur 5 usages, mais elle s'appelle toujours 3CL. Ah oui, il aurait fallu la changer. D'ailleurs, je me faisais une remarque. Là, on est sur un sujet technique, mais en tout cas, la méthode conventionnelle qui est définie, si j'ai bien compris, c'est aussi, on a augmenté l'étiquette A, c'est plus 50, c'est 70, mais parce qu'on prend de nouveaux usages. Et donc, finalement, si on veut rester dans quelque chose qui est atteignable, il faut mettre 70 pour intégrer ces nouveaux usages. Mais moi, ce qui m'étonnait un peu, c'est 16 degrés la journée, alors qu'on est rentré dans la période Covid où on a tous travaillé chez nous. Le télétravail a augmenté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à réadapter cette loi? Est-ce qu'elle va être adaptée en fonction des usages réels du collectif, en tout cas des gens? Alors, il y a eu effectivement des travaux sur ce scénario conventionnel d'occupation des logements qui ont abouti effectivement à ce qu'évoquait Alban, ces scénarios d'occupation à 16 degrés durant la journée. Ce travail, et qui donc, comme ça a été dit tout à l'heure par la FIDI, effectivement, n'est pas encore totalement achevé. Ça a déjà pris 1 an et demi de travaux de bureau d'études. Donc, je dirais que voilà, on est en train justement de faire les quelques adaptations nécessaires pour justement corriger quelques effets que l'on peut voir dans ce scénario conventionnel ou justement dans la prise en compte des caractéristiques du bâti. Mais on ne pourra pas tout revoir et du reste, ça fait l'objet d'une concertation aussi assez large quand même des acteurs. Ouais. Et pour rebondir, juste un petit mot, entre le 1er juillet et aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolutions qui sont passées parce que des réunions ont lieu toutes les semaines. Donc, il y a des remontées et des modifications qui sont permanentes. Donc, vraiment, ça évolue de jour en jour. Ce qu'on dit aujourd'hui sur certains critères ne sont plus vrais demain parce qu'ils auront été corrigés. Donc, c'est vrai, c'est pour relever ce que disait M. Yannick Pache. Ouais. Et pour saluer ce que dit M. Jeannot, quand même, on vous remercie beaucoup au niveau des diagnostiqueurs de nous aider effectivement à conduire ces quelques évolutions. C'est bien que vous puissiez vous remercier grâce à cette conférence, et pas que, j'imagine. Sur les DTG, Jessica, est-ce qu'on a une idée du volume de DTG là, qui sont faits ou financés par la métropole? Alors, la métropole, pour l'instant, non, parce que c'est une aide qui a été lancée, donc qui a été votée au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises, et qui est pleinement opérationnelle depuis septembre. Pour la ville de Paris, donc il y a eu plusieurs aides différentes, mais sur la ville de Paris, on sera, je pense, d'ici la fin de l'année à une petite centaine de votes de DTG. Oui, qui seront réalisés. C'est en cause sur les projections que vous faites, puisque c'est une nouvelle offre. Alors, si j'ai bien compris, vous allez proposer une offre DTG. Vous imaginez que vous allez en faire combien, que ça va être On a plusieurs scénarios parce qu'on avance pas à pas et c'est vraiment, on a peur d'être débordé. Bon, notre public est restreint, ça s'adresse essentiellement aux adhérents, mais on a quand même 14 000 copropriétés adhérentes. Nous, en tout cas, on s'adaptera. On n'a pas de projection exacte. On s'adaptera en fonction de la demande. Mais on n'a pas un parc on n'a pas réussi à identifier le besoin actuellement. Il y a une question de Benjamin, peut-être ce sera la dernière question, là, puisqu'il est 18h59, qui demande: est-ce que les travaux de maintenance doivent-ils être intégrés dans le PPT, dans les calculs? Parce que finalement, je fais un peu écho à ce que disait Vincent, c'est-à-dire qu'il faut faire attention. Il y a les travaux, il y a les coûts de la maintenance, et puis il y a les coûts de l'ingénierie, souvent des fois qui sont un peu mal estimés. Et donc finalement, au global, le copropriétaire, il ne se trouve pas avec les mêmes budgets que ce qui avait été prévu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre là-dessus? Je peux répondre, c'est-à-dire que le PT planifie les travaux de rénovation énergétique, mais aussi les opérations de conservation ou d'amélioration de l'immeuble.
Donc, je ne sais pas si la personne mettait maintenance dans l'entretien, donc dans la conservation de l'immeuble ou pas, mais c'est ça l'esprit du PPT. Ouais. Est-ce que alors Vincent, alors très vite, et puis on laisse conclure à Yannick alors. Mais en un mot, hein, Vincent, je vous connais maintenant. Ouais. Là, l'idée, c'est que le mot maintenance, il y a plusieurs choses cachées derrière. Et si on parle de performance énergétique, à un moment donné, l'entretien-maintenance devient importante. Ouais. Sinon, on dégrade en fait dans le temps. Hein, il y a un émoussage des performances. Donc, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de copropriétés qui n'ont jamais regardé réellement les contrats qu'ils avaient, les ont jamais challengés, n'ont pas de rapport, n'ont pas de bilan, c'est très flou. Du coup, l'historisation de tout ça est quasi impossible. Et on se rend bien compte qu'il y a une modernisation d'un certain nombre de choses à faire. Donc, le fait de dire dans un PPT, revoir vos contrats et les adapter au nouveau niveau d'équipement qui est installé, j'ai envie de dire un gros oui. Ouais. Yannick, juste, et puis Frédéric Collat va conclure pour Planète Copropriété. Yannick, juste un petit mot au niveau réglementaire, il y a des choses qui sont attendues, là, si on rappelle à tout le monde ce qui est attendu au niveau réglementaire. Effectivement, déjà les compétences pour la réalisation du PPT, le décret qui va définir les compétences dans les quelques semaines qui viennent. On aura le décret aussi qui va définir les exceptions pour la rénovation performante. Il y a des contraintes architecturales, techniques, patrimoniales qui permettront d'avoir un niveau inférieur de rénovation pour les logements de classe E qui pourront se limiter à la classe C dans le cadre des rénovations performantes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que sinon ce serait complexe, mais on a présenté en tout cas l'économie des principales mesures dans le support, il ne faut pas hésiter à s'y référer. Frédéric Collat, pour Planète Copropriété, on peut peut-être conclure. Oui, pour conclure, moi je vois deux choses. Je vois que ça bouge beaucoup, que le DPE est en train de se roder. Donc c'est une bonne chose. J'espère qu'on va arriver à quelque chose. La petite bataille audit, DTG, PPT, alors moi ce que j'y vois, c'est que le plan pluriannuel doit englober un maximum de choses dans la copropriété, c'est-à-dire aussi bien les usages de confort et de sécurité, de plein de choses, que le DPE, il est très axé performance énergétique, du coup, quid des questions. Donc, à mon avis, le DTG est bien plus aménagé pour faire un PPT, parce que d'un seul DPE, on ne pourra pas faire un vrai plan pluriannuel de travaux. Mais voilà, après la bataille de savoir si on fait un audit, moi j'y vois un autre point qui peut achoper notamment le copropriétaire, c'est qu'on va lui donner un plan pluriannuel avec des prévisions d'un DPE et des sommes pour faire un budget global. Et quand le thermicien va passer avec, évidemment, pour avoir ses 35% et avec sa méthode TH, il risque d'y avoir un problème de prix et un problème de performance attendu parce qu'on va faire rêver ça peut être l'inverse, hein, on peut décevoir ou faire rêver le copropriétaire avec un DPE et avec des annonces. C'est déjà le cas quand on leur dit, quand on fait du THCE, on leur dit ça va faire tant, et en réel, parce que c'est pas des kilowattheures d'énergie finale, c'est des kilowattheures d'énergie primaire, du coup il y a une différence, et puis c'est un moteur réglementaire, donc il y a aussi une différence, et du coup le client est un peu surpris. Alors là, il risque d'être surpris dans la perspective des choses. On va lui dire vous en avez pour 100 000 euros, et finalement on va leur annoncer après étude du bureau d'études 150 000. Ça sera le mot de la fin, Frédéric Collat, parce que là tu es en train de remettre une pièce dans la machine pour qu'on reparte pour un tour. Mais c'était très bien, c'était un grand plaisir.